Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Vivance. Comme d'habitude, on va dérouler toute la timeline de la vie de mon invité. Mon invité aujourd'hui, c'est Manon, a.k.a. Le Cul Nu. Oh, Comment ça va, Manon ? Ça va et toi ? Bah, ça va très très bien, écoute. Manon, pour te présenter en quelques mots, et tu me compléteras si j'oublie des trucs, t'es créatrice. Je suis créatrice, ouais. Créatrusque. Ouais. Créatrice étrusque de contenu sur la sexualité au sens large. J'ai l'impression qu'au début, c'était très culture et sexualité. Tu as élargi un peu le spectre de tes... Ouais, on voit large, Ouais. autour de la culture du cul, la santé sexuelle, tout ça, exactement. Et coordinatrice d'intimité Absolument. depuis peu. C'est un truc que tu as développé il y a quelques mois maintenant. Ça fait un peu plus d'1 an là maintenant. On y est. Ouais, on a passé les 1 an. Donc c'est les chorégraphies des scènes de sexe sur les films. Voilà, c'est ça. En gros, c'est pour s'assurer que ça se passe bien pour tout le monde. Ouais, s'assurer que ça se passe bien et aussi faire un petit effort de comment on représente le sexe au cinéma. Parce que c'est pas fou, donc on essaie de travailler là-dessus. Oh là, grand sujet. Donc, on va... autre chose ? Non, c'est pas mal déjà. C'est bien. Je vais pas faire plus. On va dérouler tout le fil de ta vie, de ta naissance à ta mort, que je te souhaite la plus tardive possible. On planifie ça, en tout cas, on verra comment t'envisages les choses. On va aborder donc des sujets de santé physique, santé mentale, santé sexuelle, santé sociale, parce que ça existe aussi. Tout ça ponctué par des photos à chaque étape de ta vie que je t'ai demandé de ramener. Je les ai pas vus, comme d'habitude. Tu te sens libre de les dégainer à tout moment quand tu sens que ça correspond à ce dont on est en train de parler, chronologiquement ou dans ce qui est en train de se passer dans ta vie à ce moment-là. Anecdote, évidemment, bien sûr. Avant de commencer, je vais inaugurer un truc que j'ai pas fait pour l'instant. C'est la question qui lance le podcast. Je l'avais pas fait avant et je me suis dit, c'est dommage. Comme le podcast, c'est La Bonne Vivance, c'est quoi pour toi les bonnes choses de la vie ? Les bonnes choses de la vie, c'est... ça va être un peu naïf ce que je vais dire, mais c'est les moments où on rigole. Bah, ça me paraît être la meilleure réponse. Pour moi, c'est tous les moments, peu importe avec qui t'es, mais souvent les copains, famille de cœur, famille de sang, les moments où tu rigoles et tu regardes pas l'heure. Pour moi, c'est le meilleur point de la vie, ça. Bah, ça me paraît parfait. Donc, je suis contente d'être la première. Bah, tu t'inaugures la question de début. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de demander « et toi ?» Puisque c'est le premier. Comme ça, tu vois, on marque direct. Très bonne idée. Non, c'est pas un podcast sur moi. Je suis Guigui Pop. Guigui, dédicace. Dédicace à Guigui. Pour moi, les bonnes choses de la vie, déjà, c'est tous les trucs qui vont à double sens. Donc, c'est partager des trucs. Donc, c'est rire avec les gens, mais c'est aussi... j'aime autant que les gens me fassent rire que faire rire les gens. Dans la sexualité, c'est pareil, tu vois. Prendre du plaisir, donner du plaisir. Et sinon, globalement, pour être plus pragmatique, la bouffe, la musique, les potes, la famille, le sexe. La bonne vivance, quoi. La bonne vivance. Elle est trop stylée, ta réponse. Ah bah, merci. Tu te sens prête pour le grand voyage ? Pour toi, c'est un rembobinage, mais pour nous, ça va être... ta naissance, pour commencer. Est-ce qu'il y a un truc une anecdote qui entoure ta naissance, une espèce de légende ? Ouais, elle était chaotique, ma naissance. Gros bordel. Dédicace à maman qui a failli passer. À toi, Isa. Non, chaotique, en fait. Ça a été dur pour mes parents, en vrai, ma naissance. Je suis la dernière de 4 enfants. Mais mes parents, donc c'est une famille recomposée, mais on était tous bébés, quoi. Donc on a tous grandi ensemble, mes frères et sœurs. Moi, j'étais la dernière. Je suis donc la deuxième pour ma maman. Et ils ont voulu me faire passer par voie naturelle. Et ça passait pas. Et non, ça passe pas, les calculs sont pas bons. Donc en fait, c'est terrible, quoi. J'ai failli éclamser, ma mère aussi. Ce qui a fait que je suis née évidemment avec le cordon ombilical autour du cou. Moi aussi. Évidemment, déjà. C'est vrai. Toi aussi, t'es née avec le beau collier de la princesse. Avec le joli collier, et tout bleu. Pareil. Couleur chemise. Un joli camailleux de bleu. Mais pareil, on sait pas pourquoi j'avais un cocard à l'œil, un truc horrible. Et aussi, en fait, ça a déchiré mon bras. Donc mon bras. L'épaule.
Ouais, l'épaule, et donc j'ai les muscles qui sont restés, mais le bras était déchiré, enfin un truc terrible. Et donc on a dit à mes parents, bon, elle va bien. Bon, alors il va lui manquer un bras. Mais faut se projeter pour l'instant, mais une fois qu'elle sera finie. Ils ont dit à ma mère, on vit super bien avec un bras. Et ma mère, elle était là, excusez-moi, mais ma fille, elle est bien dans mon ventre, en fait, c'est à cause de vous. Ah ouais, donc c'était vraiment au point où ils envisageaient que potentiellement ton bras... Ah oui. Ah ouais. Ah, je devais être amputée du bras. Et en fait, alors, il faut redemander exactement à mon papa, mais en gros, mon père, je crois qu'il a croisé un médecin, il en a parlé, il y a un médecin qui a repris le dos. Enfin, il y a un truc, un micmac qui s'est passé. Ouais. Et il y a un médecin qui a dit non, on va lui sauver son bras, on va voir ce qu'on peut faire. Et il m'a sauvé mon bras, ce monsieur. C'est un monsieur qui, je crois que depuis, il est décédé, c'est un vieux médecin. Mais du coup, ça a été un peu chaotique pour mes parents. C'était pas au point, tu vois, mon papa, pendant des années, il se souvenait pas de ma date de naissance et tout. Enfin, ça a été traumatique pour eux. Ma naissance était cata. Du coup, j'ai pas de photos de naissance. Ok. Parce que ils avaient autre chose à penser que faire des photos. Ouais, ils sont pas dit shooting avec sang et avec le bras. Avec le cocard et le bras qui pend. Ah ouais. Donc non, ça a été chaotique. Ça s'est pas bien passé. Et ton bras, t'as des séquelles maintenant ou rien du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'ai juste la seule trace que j'ai de tout ça, c'est une petite cicatrice vers le cou. Ok. Parce que j'ai été opérée donc à plusieurs endroits. J'ai eu plusieurs années de rééducation derrière. Il fallait que je fasse bouger mon bras enfant. Donc tu as eu des allers-retours à l'hôpital, mais sinon mes parents me faisaient tout le temps prendre le bain pour que je bouge mon bras parce que je bougeais le bras dans le bain. Mais non, c'est juste ils sont nés enfin je suis née et eux ils étaient paniqués les premières années où tu vois la moindre pleure, le moindre truc ils étaient en mode putain oh putain la gamine elle est pas finie quoi, ça va être compliqué. Oh la vache. Il y a forcément plein de problèmes et en fait il y a eu plein de problèmes qui sont arrivés parce que ma naissance en fait elle a eu des percussions sur plein de choses sur mon corps, plein de problèmes respiratoires et tout. Mais voilà, ça a été un peu chaotique, c'était pas la fête. C'était pas la fête pour eux les pauvres. Ouais, ils ont été un peu traumas. Ils ont été un peu en mode Et du coup, après, tu dis que ça a eu plein de répercussions, mais globalement, tu te souviens évidemment pas. Tes parents parlent de toi comme de quel genre de bébé? T'étais plutôt calme, plutôt speed, plutôt... Donc ma mère, elle me dit toujours la même chose. J'ai pleuré les 3 premières années de ma vie, j'ai pleuré H24. Ah, wow. Ils étaient épuisés, les pauvres. Ouais. Je pleurais H24. Je dormais pas, je pleurais tout le temps. Ils avaient 4 gamins à charge en tout. Tu vois, je me dis, les pauvres, ils ont eu quand même de la patience. Ouais, tu m'étonnes. Non, j'étais pas calme du tout. Je pleurais tout le temps. Elle avait peur que ce soit à cause de douleurs et tout, mais je pense que j'étais aussi un peu pète-couille, tu vois. Et... après, tu passes vraiment de 9 mois dans le meilleur endroit du monde. T'es dans une espèce de jacuzzi chauffé, on te donne à bouffer, t'as même pas à mâcher. T'as même pas à respirer. T'es au chaud, t'es tranquille, t'entends la voix de ta mère, machin et tout. Et tout d'un coup, on te sort, on t'arrache le bras, on te fait un cocard, il fait froid. Il y a eu des petites répercussions. Ouais, possible que t'aies été un peu tendax. Mais bon, 3 ans, c'est long, hein. Faut reprendre son souffle aussi au bout d'un moment, faut s'arrêter. Non, j'ai fait que pleurer. Ils supportaient plus, ils en pouvaient plus. Et apparemment, le jour de mes 3 ans, j'ai posé ma sucette et j'ai arrêté de pleurer. Genre le jour de mon anniversaire. J'ai fait, ça suffit les conneries. C'est fou ça. Bah ouais, du coup, elle me raconte toujours ça. Mais non, j'étais pas facile. Les 3 premières années, ils en ont chié, les pauvres. Ils ont galéré, les pauvres, ils ont été patients. Putain, la vache. J'ai pas fait de crise d'adolescence ni rien. Ouais. C'est un peu le reste de ma vie, j'ai fait calme maintenant. Bon. Mais les 3 premières années, j'ai été immonde. Vous avez mangé votre pain noir. J'ai fait ma crise des 8 ans, ma crise d'adolescence, ma crise de la quarantaine. J'ai tout fait d'un coup. C'est pas mal comme concept. Ça va, c'est pas mal. Je sais, peut-être tes parents diraient pas la même chose. Non, aujourd'hui ils en parlent avec le sourire, donc tout va bien. Ouais. Mais non, j'étais terrible. Les 3 premières années, c'était compliqué. Ah la vache. Ouais. Et du coup, tu disais que ta naissance avait eu des répercussions après sur ta santé. T'as été souvent... donc du coup, t'as été opérée. Donc t'as fréquenté pas mal les hôpitaux sur les premières années de ta vie. Bah ouais, parce qu'en plus, j'étais allergique à l'aspirine, pénicilline. Enfin, tu sais, truc pas simple, quoi. Ouais. Donc j'avais fait un œdème de Coinck, là, où j'arrivais plus à respirer. Enfin, il m'arrivait plein de trucs et à chaque fois on se disait peut-être que c'est en lien avec la naissance. Jusqu'à mes 10 ans, j'avais la colonne vertébrale un peu de côté. Donc j'ai fait de la rééducation pendant plusieurs années. Enfin, c'est juste toute la vie on se rendait compte de elle respire mal, il y a ça qui va pas, elle a mal à l'aine, elle a ça le machin. En fait, tu dis la naissance, elle a structuré un corps un peu défectueux. Alors je suis pas du tout à plaindre parce que tout va bien, c'était des petits couacs, tu vois. Il y a pas de problème majeur. Même si on m'avait amputé le bras, c'est pas non plus, enfin je veux dire c'est compliqué, mais ça aurait pu être pire et il y a toujours pire voilà, et aujourd'hui il y a plein de choses incroyables qui sont faites, mais c'est vrai que mes parents ils étaient un peu dans une paranoïa aussi en grandissant, le moindre truc ça allait aux urgences, ça allait voir, ça allait faire des checks et tout,
Mais c'est juste qu'on s'est aperçu que pas mal de problèmes respiratoires et pas mal de problèmes osseux. Est-ce que c'était les problèmes respiratoires, c'était vraiment pulmonaire ou c'était lié à ta posture C'était lié à la posture. C'était la posture. Ouais, lié à la posture, je respirais fort, je respirais mal. C'est pour ça aussi que je pense que je dormais mal petite, tu vois, la respiration. Donc, ouais, non, ça arrivait, c'était brouillon. Ouais. Pour la dernière, c'est chiant. Tu vois, sur 4. Normalement, le brouillon, c'est le premier. Ouais. Après, c'est le chef-d'œuvre à la fin. Ma grande sœur, mais qu'est-ce qu'elle est nickel, tout va bien, la meuf, elle est parfaite. Et moi, j'arrive, je dis, bonjour, il y a plein de problèmes. C'est le mot aussi Notre-Dame avec plein de problèmes, tu sais. Ah putain, mais c'est terrible. Et tes premiers souvenirs de tout ça, parce que du coup, j'imagine que tu as dû baigner quand même pas mal dans les trucs entre les médecins, les pédiatres, les hôpitaux, les tout ça. Tu te souviens à un moment, ton premier souvenir d'hosto? Terrible. Après, je me souviens d'un moment où on rentre dans un hôpital, je sais pas pourquoi. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital pour faire un check, et j'ai une panique qui monte de malade, et je me mets à courir dans le couloir. Et c'est tout ce que je me souviens. Okay. Et j'entends ma mère, alors, il court derrière moi, maintenant tu viens, machin. C'est tout ce dont j'ai un seul souvenir de l'hôpital enfant, c'est ça. Et elle me l'a raconté il y a pas longtemps. Elle m'a dit que j'étais parfois un peu paniquée, un peu stressée, mais après j'étais sage, tu vois, en grandissant, j'étais pas très chiante, elle m'emmenait partout. Tant que tu me foutais de jouer, j'étais heureuse. Mais les hôpitaux, j'étais paniquée, et ça me fait encore ça aujourd'hui. J'ai la boule au ventre quand je vais médecin, tout ça, j'ai une boule au ventre. Mes potes, ça lui fait péter des plombs. Je dois prendre rendez-vous chez les gynécos, je mets 2 mois à prendre rendez-vous. Elles sont là, bon, Nick, tu vois, prends rendez-vous, putain. J'ai une boule au ventre dès qu'il faut aller. J'imagine, partout, c'est terrible. Ça doit être quand même traumatisant tes premières années. Ouais, je pense que c'est resté ancré, tu vois. Mais j'ai très peu de souvenirs de tout ça. Le seul truc un peu cool dont je me souviens, et je trouve que c'est très stylé, c'est qu'il y a un médecin qui s'occupait de moi à Bordeaux. Et en fait, son fils était à mon école maternelle aussi. Okay. Et il s'avère que je l'ai retrouvé 20 ans plus tard à Paris, parce que c'était le meilleur ami de mon ex. D'accord. Et j'étais à Bacali, Loris Bacali, tu vois. J'étais là, mais non, ton père, machin. Et en fait, son père s'est occupé de moi toute mon enfance. Et donc, c'était un peu rigolo, ce truc-là de putain, on se retrouve des années après. C'était ton pédiatre ou c'était genre il te suivait pour. Je crois qu'il me semble que c'était de la rééducation, plus il faisait de la rééducation. Il faut que je redemande à mes parents, mais je crois que c'est un truc comme ça. C'était pas pédiatre. Il s'occupait vraiment de cette histoire du bras, etc. Mais voilà, non, c'est le seul souvenir que j'ai. Non, tu vois, après, j'ai pas grand-chose d'autre. Même quand ma mère me disait qu'elle me mettait dans le bain et tout ça, je me souviens pas très bien. J'étais trop bébé. Et, voilà, après, c'est vrai que dès que j'avais des douleurs et tout, je me souviens du regard inquiet de ma mère de ça va, t'as balou, tu vois, des trucs un peu comme ça. Mais c'était trop mignon, juste, il cherchait à prendre soin. Et justement, est-ce que tu penses qu'après, ça a aussi influencé toi, la façon dont tu as grandi, même en étant enfant, tu vois, quand on a eu des soucis de santé comme ça aussitôt, après, un truc humain venant des parents, ça peut être la tentation de soit la surprotection, soit être hyper inquiet dès qu'il y a un pet de travers, machin et tout. T'as l'impression que toi, ça t'a limité dans des choses d'avoir eu ces problèmes de santé là si petite? Mes parents, ils ont toujours pris soin de moi, de nous 4 d'ailleurs. En vrai, ils ont toujours, tu vois, on roulait pas sur l'or. Mes parents, ils se donnaient, on n'a jamais manqué de rien. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements dans la vie de mes frères et sœurs, des événements assez importants. Donc c'est vrai que j'ai grandi en assistant à des gens qui vivent des traumas un peu importants. Et donc mes parents, ils ont fait un travail un peu fou on jongle entre le taf qui nous prend du temps. Ma mère, elle était vendeuse, mon papa, il était néoniste. Il était quoi, pardon? Néoniste, il faisait les néons des magasins. Ah, waouh, ok. Ouais, artisan néoniste. Donc, truc trop stylé. Moi, j'aimais trop son métier. Ma mère aussi, je trouvais ça trop rigolo, vendeuse et tout, dans un magasin de chaussures. Mais ils faisaient des horaires de zinzin, un peu les deux. Et pour autant, ils ont essayé d'être là à fond pour mes frères et sœurs. Mais du coup, c'est vrai que j'ai grandi un peu en étant spectatrice de tout ça. Ce qui est cool parce que tu sais que tu es dans une famille, on va prendre soin de toi s'il y a un problème. Mais il y a aussi ce truc où, quand tu vois ce qui arrive à ton frère ou ta sœur, tu es là. J'essaie de me. T'as eu le syndrome de la petite dernière qui doit pas faire trop de bruit parce que les grands prennent déjà suffisamment de place comme ça. Mais j'ai jamais manqué d'attention pour autant. C'est juste que c'est vrai que ma mère me l'a avoué il y a des années. Elle me disait il y a peut-être un moment où on s'est rendu compte que on prenait peut-être pas trop le temps de dire et toi au fait ça va, parce que c'est vrai que mes frères et sœurs avaient eu des trucs. Mais j'ai jamais manqué d'amour ou d'attention ni rien. C'est plus côté santé, si ça allait pas et tout. Ma mère, elle était au quart de tour en mode on prend rendez-vous, machin. Enfin, tu vois, elle a jamais laissé traîner les trucs. Donc non, ils ont été tous les deux dans le soin, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ce qui est trop bien en vrai, de pas laisser traîner. Mais c'est vrai qu'après, des fois, à l'inverse, tu peux avoir cette tentation de la surprotection.
même quand ton gamin n'a pas forcément eu des gros problèmes de santé, tu vois, mais oui, le truc, non, fais pas ça, tu vas te faire mal, va pas là, machin et tout. Non, t'as pas eu cette impression Non, après j'étais la dernière, hein, donc oui, moi j'ai pu sortir tôt. Mes parents, en plus, j'ai pas fait de crise d'ado ni rien. Donc oui, si je disais est-ce que je peux sortir jusqu'à 2h du matin, ils me disaient oui, tu vois. En plus, j'étais pas chiante, donc mes frères, ça les faisait rager en mode ouais, t'es la chouchou et tout. J'étais là, mais niquez-vous, c'est juste vous avez fait toutes les conneries avant. Moi j'ai vu ce que vous avez fait, je sais qu'il faut pas le faire. J'ai rien dit, d'accord. J'ai rien dit. Maintenant, foutez-moi la paix. J'en ai caché des secrets où mes parents ils sont toujours pas au courant. Je vous ai couvert. C'est ça. Donc non, c'est vrai que sur ça, ils me faisaient confiance tôt. J'ai pu travailler tôt. Enfin, tu vois, il y a eu plein de trucs où ils étaient là en mode vas-y, on te fait confiance. Si tu nous prouves qu'on a eu raison, on te le rendra bien. Donc sur ça, mes parents, ils étaient trop chouettes. J'ai fait 1 ou 2 conneries ado qui n'étaient pas folles, hein, qui n'étaient pas non plus. Et en plus, mes parents, ils avaient de la bouteille. Donc quand ils ont détecté mes conneries, c'était là, pas à nous. Faisait pas. Non, en fait, tu vois, désolé chouchou, pas à nous. C'est mon surnom, chouchou, dans la famille en plus. Mais non, voilà, j'ai jamais manqué de rien. Après, ils ont eu du taf parce qu'on est une famille avec beaucoup d'histoires, pas au sens péjoratif, mais il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans notre sac familial. Et donc, ils ont eu beaucoup de taf, les deux. Ok. Ouais, ils méritent leur petite retraite. Ils s'éclatent comme des ados. Là, maintenant, je peux te dire que ça voyage dans tous les sens. Ça fait des tatouages et tout. Ah, trop bien. Ils méritent de ouf parce qu'ils ont donné quand même. Trop chouette. Toi, ton enfance, tu dirais, donc tu étais dans une famille nombreuse, entre guillemets, mais quand même 4, ça commence à être un certain nombre. Ton arrivée à l'école, et peut-être même avant, tu avais plutôt des facilités à te faire des amis ou tu étais plutôt une gamine un peu solitaire J'ai toujours été sociable, moi. La parlotte avec tout le monde et tout, donc ça va. Donc non, jamais eu de soucis pour avoir des copains. J'ai toujours été un peu la pas très bonne en classe, mais qui apprécie un peu tout le monde, qui fait rire un peu les autres. Donc, tu as un peu cette facilité de... J'ai pas la boule au ventre d'aller à l'école, mais j'ai la boule au ventre d'aller au tableau. Mais par contre, dans la classe, tout le monde est un peu sympa avec moi. Je me fais pas bisous ni rien. Ma mère adorait m'habiller bien. Elle était trop mignonne. Vraiment, j'étais sa poupée. Donc, en plus, il y avait un peu ce truc des maîtresses qui sont en mode « Ah, elle est bien habillée, je t'ai aussi. » Donc, voilà. Mais... très mauvaise en cours, très mauvaise partout. Toute ma vie, j'ai été l'élève pas très très bonne. Mais est-ce que tu peux définir habiller bien? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de col des années Claudine 90. Non, mais ma mère, elle s'éclatait un peu, tu vois. Donc quand je regarde les photos, je suis là, t'abuses, wesh. Parce que vraiment, tu sais, je sais pas, c'était pantalon paillettes, pull rouge, cagoule avec des pompons, tu vois. Mais à l'époque, c'était stylé. Donc bon. Cagoule à pompons, t'as pas de photo de cagoule à pompons? Non, mais je me souviens très bien, c'était une cagoule rouge. Et il y avait des pompons de toutes les couleurs. Je sais pas pourquoi je l'imaginais vraiment rouge. J'imaginais pas une autre couleur. La cagoule rouge, mais avec des pompons. C'est vraiment... le choix de l'époque, je l'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé quand ma mère l'a vu au magasin, qu'elle s'est dit, bah oui, ça fait sens. Mais c'est vrai que j'ai le souvenir de la maîtresse un peu en mode, ah ben non, mais comme toujours, il y a un effort stylistique pour Manon. Ça, oui, ma mère, je sais qu'elle se régalait à m'habiller, tu vois, j'étais un peu sa poupée. Mais quand je regarde les photos, je suis assez terrible. Quel choix terrible. Et aujourd'hui, je fais un peu la même chose. Oui, mais avec le recul, quand tu regarderas tes photos d'aujourd'hui, dans 10-15 ans, tu feras... Voilà. Pas meilleur choix. C'est le principe de la mode. Hein. Exactement. C'est le concept. Puis après, ça reviendra. Exactement. Et je pense que à ce moment-là, la cagoule à pompons sera revenue à la mode. Bien sûr. Ah, mais il me tarde qu'elle revienne pour prendre une revanche. J'imagine. On va sortir les photos. Before it was cool, ok. Donc suite de ton enfance, donc école, des copains, des copines. À ce moment-là, tu as des passions, tu fais des trucs ou t'es... Non, en primaire, j'aime pas le sport. Ma mère essaie de me mettre au sport, sauf que je rigole tout le temps. Donc je me fais un peu dégager des cours. C'est-à-dire qu'au judo, en fait, comme je suis née avec 2 grands frères qui aimaient la bagarre, dès que je tombais, j'étais morte de rire. Donc au judo, ils disent un peu à ma mère, c'est chiant que votre fille elle rigole dès qu'elle tombe. C'est fou, putain, la pauvre. Tu ris trop, en fait, arrête de rire. Mais en plus, c'est un peu un truc qui est resté. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview et mon père a dit, j'ai eu peur que tu rigoles toute l'interview, que ce soit chiant. Et j'étais là, mais putain, c'est fou. Me passe son temps à rire. C'est genre la hyène dans le royaume. Aide. Non, au judo, c'est chiant parce que je rigole dès que je tombe. Donc, tu sens que ça fait chier le prof. Elle me met après au cours de danse classique. Et pareil, je rigole tout le temps, je suis pas sérieuse. Donc,
il y a un peu ce truc où ma mère, franchement, elle était hyper sportive quand elle était jeune. Et du coup, elle était un peu en mode, bon, j'essaie de lui donner le goût pour le sport. Et moi, je m'en fous, j'ai juste envie de m'éclater. Donc, j'arrive pas à me mettre dans une passion, tout ça. Je suis plus un peu en mode, vive la déconnade, tu vois. Ouais, t'es la bonne. Je suis la bonne vivante. La joyeuse, la joyeuse du Rhône. La gamine, tu sais. Des trucs comme les raves. Donc, non, après, j'ai des copains en primaire. J'ai pas de problème pour ça. Je suis pas très très bonne à l'école, je fais plein de fautes, j'aime pas les maths. Seul truc que j'aime bien, c'est l'histoire. J'ai déjà un petit peu une passion pour l'histoire, j'aime bien ça, je trouve ça intéressant. Mais non, en primaire, je suis pas très bonne. Et ce qui me sauve la donne, c'est que au CM2, ma prof, c'est la mère de ma meilleure amie. Et Brigitte, elle donne tout. Brigitte, tu nous entends. Un énorme bisou. Elle donne tout pour que j'ai mon CM2, quoi. Mais elle se donne, hein, vraiment. Elle se donne de ouf en classe et tout. Mais voilà, non, j'étais pas très bonne, j'aimais pas ça. CP, j'ai été traumatisée par une prof qui me tirait les oreilles, donc j'étais pas bonne élève du tout. Je détestais les profs. Elle te tirait les oreilles littéralement? Ouais, elle me tirait les oreilles, ouais. Incroyable. Ouais. Parce que j'avais mal découpé. Tu sais, on avait le fichier, c'était Pic-Bille. Non, tu me dis ça, tu sais, à mon époque, moi, on gravait sur du marbre, hein, donc... Pic-Bille, si, oui, mes enfants ont ça. Même, tu vois, Pic-Bille, nous c'était Pic-Bille et j'avais mal découpé un truc qu'il fallait coller. Elle m'avait tiré les oreilles, pétasse. Ah, c'est fou que ça je pensais que tu vois qu'à cette époque-là, c'était déjà terminé les trucs. Non. Du coup, c'était en 2000, pile 2000. J'avais 6 ans, donc ouais, 2000. Et non, gros tirage d'oreille, gros trauma. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ose plus m'exprimer en classe. Ma mère, elle allait lui mettre un gros coup de pression parce qu'on tire pas les oreilles de sa fille, en fait. Tu m'étonnes, Isa, elle est comme ça, Isa. Ouais, puis Isa fait 1m50, mais Isa, elle a du caractère. Donc, tu la fais pas chier, tu vois. Tu l'emmerdes pas, ma mère. Et en fait, à partir de là, je développe un peu une peur des profs. Et mon seul refuge, c'est les copains. Donc, je suis la rigolote, mais qui a pas des bonnes notes, quoi. Qui triche un peu, qui se démerde comme elle peut pour survivre à l'école, quoi. Mais globalement, cette période-là, donc enfance jusqu'à, on va dire, fin de primaire, quand tu te penches vers ces années-là, c'est quoi le sentiment? C'est plutôt attendri, c'est plutôt souvenir heureux ou... Souvenir heureux parce qu'à la maison, quand j'entre à la maison, je retrouve mes frères et sœurs et c'est de la bagarre, c'est de la dispute aussi, mais c'est aussi des moments où on rigole bien et on a toujours été très proches tous les quatre. Même si avec ma sœur, on a 7 ans d'écart, donc c'est difficile de s'entendre sur les mêmes sujets à cette époque, mais il y a quand même de l'amour à la maison. Bon, il y a aussi tu ranges pas ta chambre, tu te fais engueuler, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai un souvenir attendri parce que tu rentres à la maison, tout va bien, tu vas à l'école, tu as tes copains. La seule angoisse, c'est les notes, c'est le taf. Donc, c'est pas la période où j'ai le plus détesté l'école, mais je sentais déjà que j'étais pas à l'aise. C'était pas ton élément. J'allais jamais être la bonne élève, j'allais jamais être non plus la plus mauvaise, mais celle où il faut de l'effort pour être moyenne, quoi. Donc l'école, j'avais mes moments de gloire à la récré, quoi, où je faisais la con et que dès que tu fais ton anniversaire, tout le monde te kiffe, donc c'est trop bien, tu vois. Franchement, j'ai pas eu de harcèlement et tout le monde était tellement gentil avec moi, j'ai eu tellement de chance d'avoir plein de copains. C'était trop bien, mais mon angoisse, ma boule au ventre, c'est dès que la sonnerie sonne et t'es là, bon, qu'il fait rentrer en classe. Ouais, là, il va falloir se donner. Et quand t'as des cours de théâtre et tout, t'es la bonne poire, tout le monde te kiffe et tout. Dès qu'il faut faire des maths, c'est terrible, quoi. C'est terrible, et j'ai toujours été moyenne mauvaise, quoi. Tu parles de rentrer à la maison, donc apparemment bonne ambiance dans la fratrie. Toi, petite dernière, donc tu dis qu'au début, enfin peut-être même pas qu'au début, tu fais pas trop de bruit parce que les grands donnent assez de boulot aux parents. Mais toi, t'avais ton espace à toi, t'avais ta chambre ou tu partageais ta chambre Au début où mes frères et sœurs sont arrivés, donc en fait au début mes frères et sœurs vivaient, mon frère et ma sœur vivaient avec leur maman. Il y a eu un petit truc qui s'est passé dans leur vie qui fait qu'ils sont venus vivre avec nous. Et au début mes parents n'avaient pas du tout les moyens d'aller dans une maison plus grande, donc je partageais ma chambre avec ma sœur et mes frères partageaient leur chambre ensemble. Ma sœur et moi on a 7 ans, donc c'était d'écart, donc c'était un peu difficile de s'entendre sur les mêmes sujets. La pauvre elle était dans l'adolescence, moi j'avais 6-7 ans à cette époque-là, donc c'était un petit peu compliqué de faire cohabitation. Mais ça se passe bien, tu vois. On a un petit appartement, mais bon, voilà, on se donne tous, on doit tous mettre la table, on fait tous le ménage, on fait tous à manger. Mes parents, ils se démerdent quand ils rentrent tard le soir pour nous faire à manger, nous faire les devoirs. Mes frères, alors,
tu vois Malcolm, la série Malcolm in the Middle. Ouais. Les deux grands là qui tapent Dewey tout le temps. Ouais. C'est l'ambiance à la maison, Okay, c'est la bagarre, ça m'a développé plein de réflexes. Donc c'était très bien, on se bagarrait tout le temps avec mes frères. Du coup, c'était bien, tu vois, il y avait pas... Oui, il y avait une bonne ambiance, il y avait pas de... j'avais pas ma chambre à proprement parler, mais on a déménagé, je crois, 1 ou 2 ans après. Peut-être moins même, 1 an, je dirais. Après, dans une maison un peu plus grande et chacun avait sa chambre. Mais voilà, il y a eu ce petit moment, sa petite parenthèse. Mais bon, on n'était pas malheureux, tu vois, on manquait de rien. C'est juste, tu comprends qu'il se passe des trucs un peu dans la famille où tu es là, oh, c'est un peu préoccupant et tout va bien et tout. Mais on n'était pas malheureux, quoi. On avait la play, on avait plein de jouets. Okay. Et... Voilà, c'est la bagarre après. On se tapait tout le temps. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à. Enfin, surtout les fratries. Moi, c'est pareil, hein, j'ai un frère ou une sœur. Ouais. Mais ces espèces de trucs de bagarre et tout, ça me fait penser, ça me fait penser à des lionceaux à chaque fois. Oui, qui se tapent dessus, machin. Et en fait, tu dis, dans la nature, ils apprennent comme ça à chasser, à se défendre contre les prédateurs, machin et tout. Et toi, tu dis, ça a développé des réflexes. C'est un peu la même, en fait. Mais c'est totalement ça. Alors, ça t'a pas appris à chasser, mais ça t'a appris à te défendre et à avoir des. Mais tu sais que mes frères, ils testent encore mes réflexes. Ah ouais. Tu sais, parfois ils arrivent vers moi, ils me mettent une petite tape et j'arrête leurs mains. Ils sont là, c'est bien, là, tes réflexes, t'es là, mais putain, foutez-moi la paix en fait. Ça sert à rien dans la vie en général. Donc, non, si, mais on était un peu cruels hein, les uns envers l'autre. Les autres, je me rappelle, mon frère, il a vu un siège gonflable. Tu sais, c'était la mode des sièges gonflables. Ouais. Il avait fait comme taper. Et à un moment, pour me venger, j'ai planté un stylo dans son siège. Allez. Et ça faisait 24 heures qu'il avait. C'est la vengeance de petite sœur. Exactement. Et donc, il a pleuré auprès de ma mère. Je me suis fait gronder, évidemment. Je dis, il fait comme taper. Ma mère, elle était, oui, mais c'est pas une raison de casser son truc. Donc, on était très chiants. Mon frère, à un moment, il avait eu des béquilles. Et il m'avait dit, viens, j'ai un jeu trop bien. Il faut que tu arrives à me grimper sur le lit. Et moi, pour t'en empêcher, je te tape avec les béquilles. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Franchement, tout va bien. Je me rappelle, mes parents n'étaient pas là ce jour-là. Et je t'aggrave. Et il m'a tapé avec les béquilles. Il m'a fait super mal. J'ai fini par pleurer. En vrai, on était chiants, on a fait plein de conneries, on a pété une porte parce qu'on se bagarrait, il y avait une vitre sur la porte, on a pété la vitre, on a fait croire à ma mère qu'on était tombé avec le dico dans les mains, chose auquel elle n'a pas cru du tout. Parce que l'excuse bidon. On était en train de compulser le dictionnaire. Oui. Pour trouver, pour enrichir notre vocabulaire tout simplement, et on est tombé contre la vitre. Oh là parce qu'on a glissé sur une rédaction. Avec les chaussons, on y peut rire. Ouais, arrêtez, tu vois, de me prendre pour une conne. Les escrocs. Non, on était terribles, on faisait que se bagarrer tout le temps. Mes frères, ils se bagarraient tout le temps pour la play. Enfin, on était chiants. La seule un peu dans son coin, c'était ma grande sœur, qui avait sa vie, qui s'est réfugiée un peu dans les études à l'adolescence et qui était un peu en mode, les trois teubés, là, je vous laisse. Et voilà, moi, je mets ma life, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais non, c'était une chouette ambiance, quand même. On va passer à la phase collège. Est-ce que tu as des photos de la période dont on vient de parler? Ah oui, pardon. Non, ouais. Alors, la seule photo vraiment naissance que j'ai, alors c'est quelques jours après ma naissance, c'est celle-là. Celle en haut. Ok. Et juste en dessous, c'était déjà, je crois que j'avais bien 1 an ou 2, je pense. Alors, voilà, on est sur un bébé joufflu. Petit rappel habituel, vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube, donc là vous verrez là en ce moment vous voyez les photos. Si vous préférez l'audio, vous allez sur mon compte Insta, je vais publier un carrousel de l'épisode. Carrousel, on dit carrousel, je sais pas si ça te heurte, mais j'ai vérifié. J'ai toujours dit carrousel. Bon, on dit carrousel. L'autre Manon derrière la régie. C'est vrai? Oui, il n'y a qu'un S. Tu sais que, alors attention, petite arnaque, tu vois, c'est là où je me suis dit, je me débrouille toujours dans la vie. J'ai toujours dit Carourou sur Instagram parce que je savais pas comment dire. Astucieux. Donc sur le Carourou. Donc le Carourou, le Carourou de Manon. Donc vous pourrez voir les photos là-bas. On est sur un bébé en haut là, extrêmement chevelu. Ah oui, beaucoup de cheveux. Presque avec, mais presque avec un mulet. Bien sûr. Petite nuque longue. Bah déjà du style. Déjà du style. Et un petit air, c'est vrai, autant sur celle du bas, t'es extrêmement rigolarde. Oui, on était déjà dans la fun. Et on reconnaît ton regard, je trouve. Ah bon? Autant sur la première, t'es mélancolique. Ah oui, sur la première, je venais de sortir, j'étais là, excusez-moi, c'était un peu traumatisant ce qui vient de se passer. Remettez-moi à l'intérieur. Remettez-moi dedans, j'étais beaucoup dedans. mieux. Donc ça c'est les premières photos de vie. Ça, et maternelle, je dois en avoir... j'ai celle-là, où à la limite, ça va un petit peu mieux. Donc oui, chaque été, on allait en Espagne. Oui, là, c'est une photo de plage. Hein. Mes grands-parents nous ont toujours offert des vacances très chouettes en Espagne. J'ai passé toute ma vie en Espagne, tous les étés. Et ça, c'est en Espagne, sur la plage. Voilà. Donc, pour vous dire qu'on se régalait bien. Petit chapeau de paille. Petit chapeau de paille. Petit maillot de bain, une pièce à froufrou. Tu vois les goûts de ma mère. Ouais, ma mère, elle dit, oula, c'est une fille, elle aura des froufrous. D'ailleurs,
Merci Isa pour les photos. Oui, merci maman et papa. Merci d'avoir... Les deux, ils ont cherché pardon. Un dimanche soir. Merci d'avoir fouillé dans les cartons pour nous sortir ces petites pépites. Ils ont été trop mignons. Et oui, petit chapeau de paille. Exactement. Et grand sourire, hein, effectivement. Oui, on était sur une gamine qui pleure et qui rigole. Il n'y a que deux émotions. Il y a deux modes. Il y a le mode je pleure pendant 3 ans et je rigole le reste du temps. On arrive tranquille au collège. Déjà, la jonction, le passage primaire-collège, souvenir. Difficile. Ouais, dur. Dur parce que t'es au CM2, t'as ton prime, et puis d'un coup, tu redeviens 6e. Tu redescends tout en bas de l'échelle alimentaire. Jamais ouf, ça. Et moi, j'arrive au collège, et mes frères qui sont au collège, qui sont en 3e à ce moment-là. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien? Bah, bien sûr, parce que je suis en mode... En plus, mes frères, ils étaient un peu bagarreurs. Enfin, un des deux était un peu plus bagarreur que l'autre. Et du coup, j'étais un peu en mode... Et me cherchez pas l'époux, en fait. Il y a mes frères. Donc il y a un peu la sécurité des frères qui m'explique comment ça marche. T'as le côté bodyguard. Exactement. Mais tu sais, des fois, t'as le truc aussi, dans la cour, c'est cool d'avoir des grands frères ou des grandes sœurs, mais des fois, en classe, t'as les profs qui disent attendez, je me rappelle, j'ai eu votre frère, non? Alors j'ai un de mes frères qui n'a pas le même nom que moi. Ok, bah oui. Et c'est le pire des deux, enfin le pire. C'est-à-dire que lui, c'était le plus... C'est le bagarreur? Hein? C'est le bagarreur ou pas? C'est le bagarreur, et c'est celui qui en fait voir de toutes les couleurs aux profs. Okay. Donc les gens ont compris que mon autre frère, qui a le même nom que moi, donc lui, il était un peu plus sage, mais aussi un peu turbulent sur certains points. Ils ont compris qu'ils étaient frères, mais ils font pas le lien directement avec moi, tu vois, avec l'autre, etc. Donc si j'arrive et les gens sont là, ah, c'est la sœur Luga, c'est la sœur des deux. Ok, ils me mettent pas directement dans la même case, mais comme je fais un peu la rigolote, c'est vrai que je me prends vite des... Commence pas, toi. Oui, tu vois, t'es quand même... voilà. Toi, détends-toi. Mais je suis un petit peu plus sage que les deux bougres. Après, il y a ma sœur qui est passée par là aussi, qui a le même nom, qui, elle, était très studieuse. Okay. Donc, ils se sont dit, elle, on va voir à quelle sauce quel côté, on se fait manger. Et donc, dur le collège. Bah, c'est exactement la même chose que la primaire, c'est-à-dire que je suis sociable, donc j'arrive vite à me faire des copains. Je sympathise avec une nana qui s'appelle Chloé, qui était la bonne vivante, hyper drôle, que tout le monde adore. Donc j'ai direct ce truc de putain, on est un peu le duo de comiques et les gens nous kiffent, donc c'est trop bien. Les vampes un peu. Ouais, tu vois. Et les vampes, mais pas, on n'est pas à rire des autres, tu vois. Alors, on rigole beaucoup de nous, on fait beaucoup les connes pour se... Ouais, on se met en spectacle. Donc il y a un peu ce truc où t'es pas dans un bizutage des autres et c'est cool, c'est plutôt chouette. Mais par contre, la classe, c'est l'enfer, quoi. Ouais, toujours. Ouais, je suis pas très bonne. Je suis pas bonne. C'est des 4-5 en maths. Je suis toujours entre 9 et 12. Mon prime, c'est 12, quoi. Je peux pas faire plus. Et j'en chie et je me dis, j'aurai jamais le brevet. Je pourrai jamais faire des études. Et t'as de nouveau des profs qui sont un peu traumatisants ou t'es le genre de élève moyenne mais sympathique, tu vois? Comme je suis sympa, ils ne font pas vivre l'enfer. Okay. À chaque fois, quand il y a les réunions parents-prof, c'est en mode Manon, elle est gentille, elle est sympa, elle bavarde trop, j'adore parler. Donc ils sont en mode elle bavarde trop, elle rigole trop. Mais par contre, elle essaie de se donner, mais il faut qu'elle donne plus. Okay. Et à chaque fois, mes parents ils se disent mais putain, mais travaille. Et j'étais mais j'y arrive pas en fait. Et j'aimais pas les cours, donc j'arrivais pas. Tu vois, faire ses devoirs, tout ça, c'était une épreuve. Moi, j'y arrivais pas du tout. La seule matière où à chaque fois ça se passe bien, c'est l'histoire. Ouais. Parce que j'aime ça. Et tous les profs que j'ai eus étaient sympas. Donc j'avais des bonnes notes et du coup ils m'aimaient bien. Et je lisais vraiment le cahier de cours qu'on te donne, je le lisais comme un livre. J'aimais bien comprendre ça. Mais alors les maths, le français, c'était terrible. Ouais. Ah, c'était terrible. C'était terrifiant. Donc ouais, là ça continue, même truc qu'en primaire. Même vibe. Globalement, donc pareil, des potes, tout va bien, ta copine Chloé, le duo de comiques, machin. Skyblog avec plein de commentaires. Ah oui, plein de Skyblog, copains, bien sûr. Bien sûr. Non, j'ai plein de... Sur ça va. Côté sociable et tout, je suis pas à plaindre. Je suis entourée de gens gentils. Alors, il y a parfois des dramas, et, tu vois, mais tu rentres à la maison en mode machin, il a dit ça sur moi, et c'est pas cool. Mais sinon, non, tout va bien. Sur ça. Et puis, il y a un truc qui va arriver, forcément, à un moment ou à un autre, c'est la puberté. Oh putain. Alors, déjà, première question, est-ce que tu savais à peu près à quoi t'attendre ou est-ce que ça t'est tombé dessus et t'as fait « Ah, d'accord, c'est ça ». Alors, j'ai assisté aux conversations de mes frères et sœurs parce que mes parents, quand ils abordaient ces sujets, c'était à table. Donc, si mes frères, ils se posaient des questions, si ma sœur... mes parents, ils ont toujours parlé de tout ça devant moi. Donc, je savais que j'allais avoir les chouchous qui poussent, les raies, tout ça, tu vois. Le carreau et les chouchous.
Non, mais je savais tout ça, donc j'étais un peu en mode, il y a un moment où moi aussi ça va m'arriver. Donc tu savais tu savais à peu près comment ça allait se manifester. Exactement, et je savais aussi, et ça, mes parents, ils ont fait un taf assez dur pour ça, et ils ont été chouettes, parce qu'aujourd'hui, j'ai 8 neveux et nièces, et je vois la difficulté que c'est. Ils ont toujours été en mode, s'il y a un problème, si tu as un doute, si tu as des questions, nous, on est là, et on ne jugera pas. Donc, ils ont été incroyables sur ça. Même si, tu vois, ils ont grandi avec leur biais aussi, ils n'avaient pas connaissance de tout. Mais ma mère, elle a toujours été en mode... tu vois, un jour, il y a un garçon qui s'est moqué de moi parce que j'avais des poils au bras. Ouais. Sur les bras, tu vois, je suis brune, donc j'en vois mes poils. Et ma mère était bon, ben, on va t'épiler. Si c'est quelque chose qui te dérange, on va t'épiler, mais personne n'a le droit de rire de tes poils, tout ça. Et tu vois, je mettais plus de jupe parce que j'avais des poils aux jambes. Elle était bon, ben, je mets plus de jupe, on te met des pantalons. Ils ont été hyper arrangeants en mode, tu vas pas subir des moqueries, on t'aide, voilà. Mais non, ouais, la puberté. Oui, dur, parce que malgré tout, on peut être préparé quand ça te tombe dessus. Ça reste dur. Ma deuxième question, c'est est-ce que c'est plutôt un truc que tu redoutais, un truc où tu disais ça arrivera quand ça arrivera, mais je m'en fous, ou un truc que tu attendais? Et moi, j'attendais parce que ma sœur, elle est trop belle. Okay. Et donc, quand je la vois grandir, donc elle est grande, blonde aux yeux bleus, élancée, machin, je suis là, ah, mais je veux trop être comme elle, elle est trop belle, elle a des amoureux et tout. Moi, je suis là, mais je veux trop vivre la même chose. Et en fait, quand ça m'arrive, je suis ah là là, j'aime pas du tout. Ah, c'est terrible. Non, on annule. Je veux revenir en arrière, j'aime pas. Et en fait, il y avait aussi ce truc où... tu vois, c'est drôle parce que j'aimais pas l'idée d'être une fille. Je voulais être je trouvais ça plus cool d'être un mec. Tu vois, alors que j'avais plein de copains filles, j'avais plein de copains garçons, mais j'étais là en mode... Tu sais, toutes les filles disaient à l'époque, je suis pas comme les autres filles. La réalité, c'est qu'on était aucune... En fait, c'est juste qu'on ressemblait pas au code qu'on voulait nous donner. Et c'est normal. Mais tu comprends que c'est pas être fille. Le problème, c'est plus les codes qu'on assimile à la féminité qui me dérangeaient. Et donc, j'étais un peu en mode... ah, j'aime pas l'idée d'être une fille. Moi, j'aime la bagarre. Je veux jouer au foot. Je sais pas, enfin j'étais un peu en mode j'aime pas tout ça, ça me dérange et donc t'as les seins qui poussent et t'as les garçons qui arrivent plus à te regarder dans les yeux. Alors, en plus j'ai vraiment des smarties, fallait les chercher, enfin tu vois, vraiment fallait vouloir regarder mes seins, donc déjà je me sentais mal. Tu te fais siffler dans la rue à 11 ans, t'es là, j'aime pas ça, je me sens agressée, donc il y avait un truc où j'étais là, je déteste être une fille, je déteste grandir, je veux pas grandir comme ça. Et ça ma mère l'a compris vite et franchement elle a été mignonne parce que elle m'a toujours dit, genre, si tu te fais suivre, si tu te fais siffler, tu te laisses pas faire, tu leur mets dans la gueule, tout ça. Elle a son petit caractère, la petite dame, mais elle avait raison, d'une certaine manière, parce que je pense qu'elle avait compris que c'était pas évident pour nous en tant que filles. Tu vois, une fois, on s'était fait suivre, on faisait les boutiques, j'étais au collège à l'époque, on s'était fait suivre par un mec, ma mère, elle s'est retournée, elle allait le voir en disant, tu t'arrêtes de nous suivre, tu vas aller danser et tout. Et j'étais hyper admirative et je me disais, putain, ok, donc si c'est ça, être une fille, va falloir se battre, quoi, tu vois. Un peu comme ça, la bagarre, c'est pas qu'à la maison. Mais en même temps, tu as eu l'exemple de ta mère qui t'a montré que tu peux être une fille et aller à la bagarre. Exactement. Sachant qu'elle a toujours été perchée sur des petits talons, tu vois, c'est Gabrielle Solis, ma mère, tu vois, toute mimi, toute mignonne, bien maquillée, bien coiffée, toute belle, tu vois, elle marche dans la rue, tout le monde se retourne et tout. Je parle au passé, mais elle est toujours belle, évidemment, ma mère. Mais c'est vrai qu'elle avait une époque où elle était toujours sur des talons. Aujourd'hui, elle peut plus, tu vois, elle en met toujours, mais moins. Elle travaille dans des magasins de chaussures en plus, donc elle est toujours... Voilà. Et pour autant, elle se laissait pas faire, tu vois. Donc, elle représentait ces codes de féminité que j'aimais pas, mais en même temps, elle avait une force que j'admirais, où j'étais là, ok, elle se laisse pas faire la zouze, tu vois. Donc voilà. Et le côté bagarre, foot, machin, c'est un truc chez toi, c'était genre oui, non, mais là, c'est pas des trucs de filles, ou c'était ok si t'avais, je sais pas si t'as eu envie de faire du foot vraiment en club, est-ce que t'as... Non, parce que c'était pour rigoler. Ouais, c'était dans la cour, de toute façon, le sport, ma mère, elle a vite abandonné. Elle m'a mis à l'acrosport. Tu sais, les trucs que tu changeais toutes les semaines, là, elle s'est dit, c'est le mieux, parce que sinon, on va faire que rire la chiarde, tu vois, blérable. Donc, non, elle m'a mis ça, où je changeais de sport toutes les semaines, là. Non, pas trop. Mais c'est juste, parfois, je cherchais un peu la merde, j'étais un peu bagarreuse. Ma mère, elle me disait pas, ne fais pas, mais elle me disait pas non plus, laisse-toi faire, tu vois. Elle était un peu en mode... Bon, si lui ou elle l'a cherché, ok, mais te fais pas choper non plus. C'était un peu ça. Donc bon, c'est juste, par exemple, elle avait des codes de... il faut qu'une fille soit jolie, elle soit apprêtée, il faut toujours sortir apprêtée, machin. Depuis toute petite, déjà, le côté, ce côté bien un peu, habillé et tout. C'est de la politesse, tu vois, d'être apprêtée. Donc, moi, j'aimais bien ça en grandissant. Ça me rassurait. Mais d'un autre côté, j'étais là en mode, oula, j'aime pas trop être une fille, je crois, parce que ça me semble être très lourd à porter. J'aimais pas trop ça. Mais bon, voilà, ils m'ont pas
ils ont été mignons quand même, tu vois. C'est juste l'arrivée des règles et tout, c'est forcément un peu... c'est compliqué, quoi. L'arrivée des seins, des règles, j'aime pas du tout. Donc, c'était un peu... Et alors, l'arrivée des règles, c'est... Toi, est-ce que tu te souviens de ton premier jour de règles? Tu veux raconter? Je sais pas s'il y a pas une meuf qui s'en souvient pas, en vrai, parce que c'est tellement un trauma, c'est tellement dur, et t'es là genre, qu'est-ce qui se passe? Je m'en souviens très bien. Tu vas te foutre de ma gueule. Non, je te promets que non. À l'époque, j'ai 12 ans, je suis fan de Tokyo Hotel. Bon, je vais me foutre de ta gueule un peu peut-être. Oui, je me doute. Donc moi, ça arrivait tôt, hein, j'avais 12 ans. Ok. Ça arrivait tôt. Et un matin, je me lève et je parle de Bill Collins dès le matin au petit-déj. Pas sympa pour tes parents, mais exactement. Mes parents pètent un peu un câble. Ils sont un peu en mode, bon, Manon, en fait, là, c'est le petit-déj, en fait. Donc, tu vas pas nous parler de Bill Collins. Elle est en boucle, la gamine, elle nous fait chier. Et donc, je vais aux toilettes en pleurant, en mode, mais attention, vous ne blessez pas, aimer Tokyo Hotel comme je les aime, machin, insupportable. Je rêvais d'envoyer une lettre à Bill Collins. Mes parents disaient, on n'a pas l'adresse, qu'est-ce que tu fous, et tout. Et je vais aux toilettes, et là, je vois du sang sur ma main. Au moment où il faut s'essuyer, je vois du sang partout. Mais sang en plus marron, c'est pas du joli sang. Voilà, tu vois. mais c'est... Oui, tu dis, je me suis chiée dessus, quoi. Ah, mais t'as eu ça ou pas? Je comprenais pas, et en même temps, ma mère m'en avait déjà parlé. Okay. J'étais là censée être du sang, mais c'est marron, et j'ai pas l'impression que c'est sorti par les fesses, donc tu sais, t'as une mais tu t'attendais pas à ce qu'il soit marron. Ah non. Et voilà. Mais putain, c'est fou, ça. Je pense qu'on nous le dit pas assez. Mais non. Ouais. Mais je vais faire une vidéo là-dessus, c'est oui, sûr. il faut vraiment. Que oui. Tu vois, là, quand ma nièce donc j'ai beaucoup de neveux-nièces, toutes mes nièces, je leur ai dit. Et j'ai assisté au premier jour de règles de ma nièce. Et elle le savait du coup, elle était un peu en mode ok, je crois que c'est mes règles ça du coup, donc c'était trop cool parce qu'avec ma soeur on l'a vraiment préparé en mode ça va arriver, un jour où tu seras contrarié, tes règles elles seront pas rouges, tes règles elles seront pas rouges avant longtemps d'ailleurs, c'est normal. Donc bon ouais, et en fait je le dis à ma mère. Et ma mère, elle est trop contente. Et je suis là, pourquoi t'es contente? Te fous pas la paix, en fait, c'est hyper grave. Et elle appelle les gens et tout au téléphone. Elle le dit à ma grand-mère, mais c'est bon, elle a ses règles. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Donc je lui en veux trop. Et après, elle était là, tu pleures parce que t'as tes règles, mais aussi parce qu'on t'a pas écouté pour Bill Collins. Et j'étais là, ça n'a rien à voir. Et c'était premier jour de plage, donc j'ai passé la journée à la plage avec une petite jupe parce que j'étais pas à l'aise. Et voilà. Mais elle a été mignonne, tu vois. Elle a couru partout pour me chercher des serviettes, elle n'en avait pas, donc elle m'a expliqué comment mettre un tampon. Elle a donné 1 heure de son temps pour me sauver là-dedans. Toute la journée, elle était en mode tu veux des spasmons, tu veux machin. Enfin, elle a tout donné. Hein. Mais alors, j'ai détesté cette journée, quoi. Terrible. Ok, bon, j'avoue, c'est vrai que c'est rarement horrible. Le truc dont tu reparles avec des étoiles dans les yeux. Mais... De ouf. Aparté, je sais pas si tu as vu sur Netflix, il y a une série docu sur les frères Collins. Aujourd'hui. Je l'ai toujours pas regardé. Moi j'ai commencé à j'ai pas du tout écouté Tokyo Hotel, mais j'avais trop envie de voir ce truc-là. Ouais. J'ai pas fini, j'ai bifurqué sur d'autres choses, mais c'est assez marrant. Elle est bien. Ouais. Franchement c'est pas mal de voir la différence entre les deux frangins. Ouais. Il y en a un qui vit sa meilleure vie avec Heidi Klum machin et tout. Tu vois, à un moment il prépare son anniversaire, c'est grandiose machin et tout. Et l'autre qui est un peu malheureux parce qu'il n'arrive pas. Je te spoil pas, mais en tout cas... non, mais en plus, il a été connu à l'époque où on faisait un déni totalement de son homosexualité. Et tu sens qu'encore aujourd'hui, ça pèse sur sa vie sentimentale, en tout cas. De ouf. En vrai, je me dis, on a été complice de quelque chose qu'on comprenait pas, d'une industrie qui lui cachait son identité. Il y a un peu un côté où moi, c'est des mecs... j'ai quand même un regard attendri parce qu'ils m'ont fait découvrir le rock. En vrai, j'ai découvert plein de morceaux. J'ai découvert le métal grâce à eux, j'ai découvert tout ça. Bon, j'ai été gothique à l'époque, évidemment. J'ai des photos, mais je les ai pas là, mais je te les montrerai. Ah bah oui, s'il te plaît. C'est terrible. Parce que je suis allée sur mon Skyblock pour chercher ça il y a des années. Et non, ils m'ont fait découvrir tout un univers, en vrai. Donc, j'ai une tendresse envers eux, mais c'est vrai que tu te dis, putain, on a été complice d'un truc où le mec, il a pas pu vivre son adolescence complètement. Tranquillement, tu vois. Oui, et puis c'était vraiment cette époque où les chanteurs qui avaient une image glamour, machin, etc. À moi, à chaque fois, ça me fait penser à Wham, avec George Michael, machin et tout. Exactement. C'était, c'est un chanteur qui plaît aux jeunes femmes. Faut qu'il plaise aux femmes. Surtout pas dire qu'il est gay, exactement, quoi. Alors que, bon... Il y avait quand même deux, trois trucs. Quand en interview, il disait qu'est-ce que vous aimez chez les femmes, il était leurs mains. C'était là, c'est curieux comme question, c'est comme réponse, mais bon. Et du coup, toi, tu mets du vernis toute ta vie en disant peut-être qu'en concert, il va voir mes mains. Non, pas du tout. Meuf, t'as 12 ans, enfin, qu'elle redescend. Mais non, c'est... Moi, j'ai trop aimé cette Tokyo Hotel. C'était mon premier concert à Bordeaux. Tu sais, il y avait des groupes qui passaient, mais
quand Tokyo Hotel est passé à Bordeaux, mais là, la ville, elle était retournée. Enfin, t'avais toutes les ados en noir dans les rues. Genre, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était mon premier concert, ils m'ont tout fait découvrir, donc j'ai une tendresse envers eux. Non, c'est moi qui ai fait le truc. Les règles par la suite, compliquées, douloureux, enfin c'est rarement une partie de plaisir, mais à quel point c'est ta douleur, syndrome prémenstruel vénère ou pas trop Ça disparaît un peu de ma vie après parce que j'ai mes règles, mais je vais avoir une pilule assez tôt, vers mes 14-15 ans. J'ai la pilule assez tôt parce que ma mère est vite en mode... elle a assisté à toutes les conversations de sexualité de ses frères et sœurs. C'est sûr, enfin tu vois, elle est un peu réaliste en mode... De ses frères et sœurs ou de tes frères et sœurs? De mes frères et sœurs, pardon. Je veux dire, pardon, comme elle voit que j'ai assisté à tout ça, il y a des vrais discours d'éducation sexuelle à la maison. Elle se dit, si elle teste, il faut qu'elle soit protégée. Donc elle m'emmène vite vers sa gynéco, tout ça. Elle me met vite une pilule. Réflexe, je suis pas sûre que j'aurais avec mes enfants, mais à l'époque, c'était les premiers bons réflexes en vrai, parce que c'est vrai que les premières fois que j'ai testé avec des copains, il n'y avait pas de sujet de est-ce que tu es protégée ou pas. Je savais comment marchaient les capotes, j'étais hyper éduquée très tôt. Et du coup, les règles, j'ai des petites règles parce que je suis sous pilule. Parce que la pilule, Tu vois, j'ai pas trop de douleur. Il y a toujours des tampons à la maison. Ma mère, elle me dit toujours qu'il faut avoir des serviettes, des tampons. Donc, je deviens la meuf un peu sympa à l'école qui en distribue aux autres. Donc, non, j'ai vraiment ça fait partie de ma vie, mais sans plus. C'est pas un gros sujet. Ça deviendra un sujet plus tard. Mais là, à ce moment-là, pas du tout. Non, du tout. Et du coup, puisqu'on est sur la contraception, l'arrivée de la puberté, c'est... aussi souvent la tornade d'hormones et avec toutes ces conséquences inattendues dans le slibard. Toi, c'est une période où donc ça arrivait jeune, tu me dis 11-12 ans. Mes règles 11-12 ans, première pilule 14, Ok. Toi, tu sens qu'il se passe un truc en termes de désir sexuel, etc. Collège, je suis à mon prime. Je fais nimp, c'est-à-dire que j'ai des petits copains différents toutes les 2 semaines. Je me dis, mais c'est trop facile, l'amour en fait. Ils viennent tous vers moi. Alors j'étais gothique, mais c'est vrai que je sais pas, j'étais la seule gothique, donc peut-être que j'ai déclenché un kink chez certains. Mais j'étais un peu en mode trop bien, on est ensemble pendant 2 semaines. Vas-y, j'ai la flemme, je casse. Je casse parce que j'ai un autre amoureux. Je cassais toutes les 2 semaines. J'adorais casser. Je pense que c'était un peu mon outil de contrôle. J'étais une vraie casseuse. Et non, c'est terrible. J'ai dû créer des trucs. C'est pas bien parce que j'étais vraiment... j'avais des petits copains tout le temps. Je m'en foutais. J'aimais trop rouler des pelles. J'aimais trop plaire. Enfin, j'avais un peu ce truc de... C'est trop bien d'avoir des amoureux. Et je pense que je voulais un peu faire comme ma sœur qui était trop belle et qui plaisait, qui avait des beaux mecs, tu vois. Elle sortait avec vraiment des beaux mecs et j'étais là... elle a trop de style. Et donc, j'aimais bien ce côté, je plais, j'ai des petits copains, machin. Donc, je vais rouler des pelles au parc. Et en effet, vers 4e, première fois qu'on touche un peu, que je touche un peu, que je suis un peu en mode « Oh !» C'est pas mal, en fait. Donc, c'est un peu précoce, parce que 4e, 3e, c'est tôt. Mais je sens que je suis déjà un peu curieuse de tout ça. Mais aussi parce que... 4e, 3e, c'est quoi? C'est 14-15 ans, 14-15, donc tu vois, c'est un peu l'âge. Puis encore une fois, je suis la dernière. Je vois mes frères qui ramènent des meufs à la maison, parce que ma mère, elle a toujours été dans ce truc de vous ramener qui vous voulez, mais c'est à la maison, la porte ouverte. Et avec, il y a toujours des capotes, il y a toujours des trucs, machin. La porte ouverte, attends. Pour pas qu'on fasse des choses, tu vois, genre qu'on puisse surveiller. Alors, les garçons, pas trop, ils s'en foutent qu'ils ferment la porte, mais ma soeur et moi, c'est vrai qu'ils sont un peu en mode, s'il doit se passer un truc, ce sera à la maison. Et donc, c'est un peu... À l'époque, ça me gênait. Aujourd'hui, je me dis c'est plutôt safe, finalement. En vrai, je sais pas s'il y a une bonne attitude, parce que de toute façon, t'as beau dire ça, tu sais qu'à partir du moment où la sexualité elle est commencée... Exactement, tu contrôles pas. Moi, j'ai fait des tonnes de conneries dans le travail, il est en amont, c'est préparé, et puis comme faisaient tes parents, à dire s'il y a le moins de problèmes, tu viens, on en parle. Exactement. Et puis, ma mère, elle voit que j'ai plein de petits copains. Donc, elle est un peu en mode, putain, j'espère qu'elle va pas faire des conneries. Et, tu vois, à l'époque, elle me dit, tu sais, maintenant, les filles qui enchaînent beaucoup les garçons, parfois, on leur fait une réputation et tout. Je m'en tape. Enfin, tu sais, j'étais un peu en mode, je m'en fous, ça a l'air trop bien d'avoir des petits copains et tout. Donc, elle était un peu en mode, ok, si elle fait des choses, je veux pouvoir faire un peu gaffe. Donc, elle m'avait parlé du planning familial et tout. Donc, ça arrivera plus au lycée. Mais elle était un peu en mode, je te donne toutes les armes. Si tu fais des conneries, faut qu'on puisse être là. Donc non, ils sont hyper mignons sur ça. Donc non, j'ai les hormones en feu, moi. J'ai les hormones en feu. Mais je fais pas de première fois avant début lycée.
mais j'ai déjà des premiers contacts tactiles, quoi. J'ai ouais, déjà un côté tactile. Oui, on se touche déjà, on expérimente déjà tout. Je vois des corps nus pour la première fois, on me voit nus pour la première fois. Donc ouais, il y a déjà ça fin collège. Tu vois, aujourd'hui, quand je vois ma nièce qui est en 3e, je me dis, ça me paraît impossible. Tu vois, je fais un refus. Ah oui. Mais attends, elle a quel âge ta nièce? Elle a 14 ans, 14-15. Ouais, donc vraiment ça, la période où tu... J'y arrive pas, je me dis, non, c'est mon bébé. Donc je me dis, mes parents, ils ont aussi été courageux là-dessus, de pouvoir se dire, elle peut être sexualisée déjà à cet âge-là. Chose que moi, j'arrive pas à faire à mes nouvelles nièces, ironiquement. Mais voilà, non, moi, j'avais les hormones en feu. Il n'y a pas de secret là-dessus. Pas de secret. Non, là-dessus, moi j'expérimente. Et du coup, ta première fois, tu dis que c'est début lycée. Ouais. Tu te souviens précisément? Oui, lycée, je vais être moi à mon prime. Okay. J'arrive dans un lycée... Pardon, attends, je prends juste un peu d'eau. Vas-y. J'arrive dans un lycée où il y a plein de jolies filles, tout le monde est beau, tout le monde est hyper stylé. Moi, je suis plus gothique du tout. T'as fait ton lycée dans une série américaine des années 90, manifestement. Ouais, complètement. Camille Julien à Bordeaux. Lycée un peu bourgeois. Nous, on n'est pas bourgeois du tout, mais c'était notre lycée de secteur. Et ouais, tout le monde est hyper stylé et tout, et moi, je me sens un peu nulle. Mais seconde, j'ai un copain. Et ce copain-là était un peu en mode viens, on expérimente des trucs. Et là, je commence un peu plus à expérimenter ma sexualité, mais j'ai des relations un peu plus longues. Je commence à comprendre un peu les sentiments aussi, parce que je commence à avoir des sentiments. Là où au collège, j'en avais rien à tape. Oui, c'était hormonal. Oui, complètement. C'était vraiment en mode lui, il est beau, viens. Tu vois, c'était un peu ça. Lycée, c'est un peu en mode je suis un petit peu attachée à lui, il est drôle, c'est le mec drôle, c'est machin et tout ça. Donc ouais, seconde, je vais commencer à avoir des premières expériences là-dessus, quoi. Et puis tu sais, t'as l'environnement qui fait ça aussi. T'as les rumeurs, t'as les meufs qui disent qu'elles ont déjà fait leur première fois. Toi, t'es là, ah bon? Oui, t'as l'espèce de compète un peu de je veux pas être la dernière. Ouais. Tous les mythos de elle a sucé l'autre au CDI, et t'es là, oh, c'est vrai. Au CDI. Qui a envie de se faire sucer au CDI, bon sang. Voilà. C'était tellement faux, et nous on était tous elle a sucé au CDI, mais comment elle a fait? C'est terrible, quoi, terrible. Ah oui. Et du coup, ça veut dire que tes premières expériences sexuelles, c'était avec des partenaires avec lesquels il y avait un attachement un peu amoureux ou au moins des sentiments? Ouais. T'as pas eu cette fois de bon, allez, faut y aller, faut que ça soit fait, donc je prends le premier venu et bim, c'est parti. Je vais avoir ma première fois avec deux, dans le sens où je vais avoir deux relations qui empiètent pas l'une sur l'autre, parce que j'avais pas fait de tromperie ni rien, mais c'est vrai qu'il y a un garçon où je me sépare de lui parce qu'en fait on n'arrive pas à faire la première, et j'ai honte et je me dis je suis cassée. Donc je vais aller vers un autre. Et ça marche pas non plus avec l'autre. En fait, à l'époque, je savais pas, mais j'avais du vaginisme. Donc, j'arrive pas à avoir une première pénétration vaginale. Et j'ai une histoire d'amour avec un Arthur qui aujourd'hui est marié avec un mec. Il a une vie incroyable. Enfin, il est génial. J'adorais ce mec et c'était trop bien de faire mes premières fois avec lui, parce que c'est tellement un mec gentil dans une famille hyper sensible à toutes ces questions-là. Donc, pareil, quand j'allais chez lui, les parents étaient hyper éduqués, on avait des préservatifs, on avait plein de trucs. Enfin, c'était trop bien de faire ça dans un cadre aussi safe. Et voilà, et je sens que le sexe, ça me plaît pas du tout. J'aime pas ça, ça me fait mal. Il y a pas de plaisir, quoi. Tu vois, je comprends pas. Je comprends pas ce que les autres trouvent ça de bien. Et en même temps, quand je me touche ou je touche l'autre, je dis c'est un peu cool. Mais dès qu'il y a de la pénétration, je suis un peu en mode oula. C'est douloureux, c'est pas bien, j'aime pas. Et j'aime pas être la fille, j'aime pas tout ça, quoi. Donc ouais, non, je grandis en mode j'aime bien l'amour, j'aime bien les petits copains, j'aime bien tenir la main à l'école, mais j'aime pas dès qu'on passe à la maison et qu'on fait. J'aime bien les sensations tactiles, etc. Mais la pénétration, c'est un truc qui... Non, tu vois, ça fait mal. Ça fait mal, et t'as tes copines à côté qui disent qu'elles, ça leur fait pas plus mal. Ça faisait mal à la première, mais après ça faisait plus mal, et elles kiffent. Et t'es là... je suis cassée, je suis totalement cassée. Tu dis à tout moment, si tu n'as pas envie de rentrer aussi loin dans les détails, mais vaginisme, parce que peut-être que les gens ne savent pas forcément. Oui, pardon, je n'ai pas fait de détails. Donc c'est quelque chose où il y a une vraie réaction physique, où il y a une contraction musculaire, etc., qui rend la pénétration soit impossible, soit possible mais très douloureuse. Et c'est pas un... Alors c'est évidemment, c'est quelque chose de physique, mais qui prend racine dans des histoires psychologiques qui sont diverses selon les individus, mais en tout cas c'est pas
c'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas c'est quelque chose que tu subis en tant que la personne qui fait du vaginisme. Elle décide pas il y aura pas de pénétration, ça c'est une chose. Et du coup toi manifestement c'était pénétration possible mais douloureuse. Possible, mais après un dur labeur. Donc vraiment, en fait, et c'est souvent le problème du vaginisme, c'est qu'on insiste, et donc tu viens encore plus traumatiser ton entrejambe, et donc ça renforce la douleur. Et à l'époque, je lutte parce que je suis en mode, ok, je veux pas être cassée, quoi. Je veux pas être la fille qui a un problème à l'entrejambe. J'ai hyper honte, quoi. Donc, tout mon lycée, je vais avoir plusieurs histoires avec d'autres garçons, et à chaque fois que j'essaie, à chaque fois, ça foire, ça marche pas, et tu te dis putain, je suis pas comme les autres filles, donc c'est terrible. Et à l'époque, j'en parle pas à mes parents, j'ai hyper honte. Alors ma mère sait que j'ai eu une première fois, elle me dit t'auras toujours des capotes dans le sac, lubrifiant, machin, mais je le dis à personne. Alors que même j'étais dans un cadre safe, tu vois. Mais même là, je me dis ok, j'ai honte, je dois être malade, je dois avoir un truc. Et un jour, j'ai un rapport sexuel et la capote merde, je sais pas quoi. Je le dis à ma mère parce que j'ai peur d'avoir des IST, tout ça. Ma mère m'a fait tellement de prévention que je commençais à avoir très peur de tout ça. Et donc, elle m'emmène au planning familial et elle me dit, si demain, il y a un autre truc qui arrive et que tu n'oses pas m'en parler, tu peux y aller là. Voilà. Tu as le droit d'y aller seule et tout. Elle m'accompagne, je fais mes premiers tests. Donc, c'est trop bien. Et ce jour-là, je passe devant une sexologue et elle me dit, et les rapports, ça se passe comment ? Je dis, ça fait mal, tout le temps, ça fait mal. Et elle commence à creuser. Et en fait, elle me dit, ok, si un jour tu as envie d'en reparler, tu reviens au planning et on en reparle. Et en fait, j'y suis retournée la semaine d'après, sans jamais le dire à mes parents. Mes parents l'ont su il y a genre 10 ans, non même pas, il y a genre 5 ans dans une interview fraîche où j'en parlais. Mais j'y suis retournée régulièrement pendant de ma terminale au début de la fac. J'y suis retournée régulièrement voir cette sexologue qui m'a dit, en fait, ce que tu fais, c'est du vaginisme. Elle m'a aidée et c'est elle qui m'a donné le goût un peu de la recherche autour de la culture du cul, parce que c'est elle qui m'a donné des livres que je lisais un peu en cachette et tout. Donc j'ai eu une sexologue régulièrement, toutes les semaines. Et à l'époque, t'as pas besoin de payer, t'as pas besoin de tout ça. Donc tu vas et c'est incroyable. En vrai, on a trop de chance d'avoir ça en France. Et moi, ça a été un peu un ange gardien, cette femme. Donc on a fait un travail de comprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi, machin. Et voilà, ça a été incroyable. Et donc après, c'est que vers la fac que j'ai commencé à avoir des rapports où je comprenais un peu la notion de plaisir, parce que ça devenait plus agréable. Est-ce que tu commençais à comprendre la notion de plaisir parce que les pénétrations c'était plus simple, ou est-ce que peut-être au planning familial ou ailleurs on t'a appris que la sexualité et le plaisir c'était pas que la pénétration? Les deux. Mais les deux, parce que ça, à force d'en parler, de comprendre tout ça, ça allait mieux. Et en plus, parce que c'est là où on parle du clitoris pour la première fois. À l'époque, il n'y a pas encore MeToo. Donc à la FNAC, tu n'as pas des rayons de livres sur le sujet. Personne n'a dessiné de clitoris sur les murs. Donc tu as un peu ce truc de j'ai l'impression d'avoir un secret que personne n'a. Et donc je deviens aussi un peu la autiste de sex education à l'école, tu vois, qui parle de tout ça et qui devient un peu la référente sexe. Ah, la autiste. Putain, j'avais entendu autiste. Ah non, autiste, pardon, c'est autiste dans Sex Education. Non, j'ai un peu ce rôle de la meuf qui parle de cul avec une facilité. Et donc j'aime bien, tu vois. Donc là, ça commence c'est les racines du cul nu, un petit peu. Après, j'ai dû dire des conneries, tu vois, parce que j'étais pas non plus 100% éduquée. Mais au moins, j'ai essayé. Au moins, t'as libéré la parole autour du truc. Exactement. Donc voilà, grâce à mes parents, j'ai pu en fait régler mes soucis, mais ils n'étaient pas dedans parce que je voulais pas leur en parler, j'avais honte et que c'était un peu à moi. Tu vois, c'était un peu mon truc de ok, vous êtes à l'aise sur tous les sujets, ça sera à moi. C'est mon voilà. Et en parallèle, j'ai des problèmes au dos, donc je fais de la rééducation, je fais beaucoup de sport et en fait, je commence à être gaulée, à avoir un peu de force et tout. Je me sens mieux dans ma peau, donc il y a un peu ce truc de je vais arriver vers la fac avec un autre rapport au corps, un autre rapport au sexe qui est un peu cool. Mais voilà, le lycée, en vrai, ça se passe bien. Au-delà des côtés amis et tout va bien. Je vais avoir la pire année de ma vie, je pense, en terminale. Mais sinon, tout le reste passe bien. Les cours, c'est compliqué. La pire année de ta vie par rapport à tes potes ou par rapport à des trucs de... Par rapport à mes potes. Ouais, par rapport à mes potes, terminale, très compliqué. Okay. Parce que c'est l'année du bac. Ouais. Donc moi, je me dis, je vais jamais avoir le bac. Alors oui, ce que je t'ai pas dit, pardon, c'est que je suis pas très bonne à l'école. Donc il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je vais en L, soit parce que j'aime pas les maths. Et je suis là en mode, tout va bien. Là-bas, on écrit juste. Donc ça me va, sauf que je fais beaucoup de fautes. Donc je me dis, je pourrais jamais aller en L, c'est hors de question. Les gens, ils écrivent trop bien. Et ma mère me parle de la STG dans un autre lycée. Et en fait, je suis
Alors, je suis pas très bonne à l'école, mais en STG, je deviens bonne élève, tu vois, en faisant peu d'efforts. Parce que les matières qui sont là, c'est cool. J'adore le droit, j'adore le marketing. Je deviens bonne élève en STG, donc je fais première terminale STG dans un autre lycée. Un autre lycée où c'est pas des gens bourgeois, les gens sont beaucoup plus chill sur tout ça. Tout le monde m'aime bien, les filles sont bagarreuses. Mais comme tout le monde m'aime bien, moi je suis pas dans les bagarres, je suis dans celles qui séparent les gens des bagarres. Mais tu te sens quand même un peu plus à ta place. En tout cas, tu te sens entouré par des gens qui te ressemblent. 1000 fois plus. Ouais. Et donc c'est trop bien et je kiffe ma première terminale. Alors terminale, il y a drama, mais première et tout, c'est trop cool. Et l'école, c'est plus chill, quoi. J'ai moins la pression et puis d'un coup, je vais en droit et je me tape des 18. Je suis là, mais en fait, je suis un génie, moi, j'avais pas compris. En fait, c'est juste que c'est d'autres matières qui m'intéressent plus. C'est ça, c'est fou. J'ai toujours 5 en maths, hein, mais le reste, parce que j'aime pas ça, je m'en fous, quoi. Mais le reste, ça va. La philo, j'ai des bonnes notes, l'histoire aussi. Donc, ça va mieux. Surtout ça. Ok. Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé de photos. Ah, pardon. Alors, je te montrerai les photos gothiques du collège. Ah oui. Lycée. Alors, j'ai ma cousine en face donc c'est la fille de mon papa qui est un jumeau. Donc, ma cousine et moi, les gens avaient l'impression qu'on était jumelles. Okay. Mais j'étais comme ça au lycée. On est d'accord, t'es à droite. Je suis à droite. Okay. Oui, pardon. On se ressemble un peu. Pardon. Ah, vous ressemblez. Et c'est surtout que autant tout bébé. Oui. On te reconnaît autant là. Non, pas du tout. Je crois qu'on m'aurait montré cette photo en disant, tu connais cette personne, qui c'est? Non. J'avais une autre tête au lycée. J'avais vraiment une autre tête, ouais. Et... Ok. Attends, là, lycée, t'as quel âge là? Là, je suis en première. Donc, pour audio description, pour les gens qui ne regardent pas qui n'écoutent pas ça en première, vidéo. C'est quoi, c'est 16 ans? C'est une photo noir et blanc? C'est une photo noir et blanc de moi et ma cousine. Je suis pas idiot, hein, je suis juste daltonien. Donc oui, pardon, excuse-moi. Photo noir et blanc, oui. Photo noir et blanc, donc noir et blanc. C'est deux jeunes filles, effectivement, avec des styles assez similaires, oui. Face à face. Ouais, non, je sais pas, peut-être, c'est moi qui me fais une idée, mais j'ai l'impression que tu fais jeune. Ouais, je faisais très jeune. T'as l'air de faire jeune pour ton âge, ouais. Ouais, je faisais très jeune pour mon âge. Toute petite, très fine de visage. Le seul truc où je suis pas très bien, c'est mes cuisses parce que j'ai des bonnes hanches dès que je suis petite. Mais sinon, voilà, je prends très soin de moi, je me maquille beaucoup, je me coiffe beaucoup. Ma mère m'a appris qu'il fallait marquer sa taille pour se sentir mieux dans sa peau, donc je mets beaucoup d'habits moulants. Collège, c'était plus ça. Là, je venais de sortir du gothique. Là. Oui, là on est plus sur une petite coupe. Autant la photo d'avant, c'était, très apprêté. Après, c'était peut-être pour la... Mais là, c'est petite coupe sauvage jaune. Exactement. Peut-être coupe faite maison. Coupe faite maison, voilà. Absolument. Ma mère était coiffeuse avant d'être vendeuse. Donc elle faisait des samedis où elle nous coupait tous les cheveux, tout ça, des trucs comme ça. Et bizarrement, sur celle-là, on te reconnaît plus, je trouve. Oui, en fait, j'ai récupéré ma bouille ronde plus tard en grandissant. Et là, j'avais la bouille ronde. Donc, lycée, j'ai eu un visage fin. Et en vieillissant, je reprends ma bouille ronde. Et petite veste en jean sans manches. Absolument, parti pris de style. Tout à fait. Non, j'en ai d'autres que je te montrerai, mais lycée, ça va, je suis pas... Ah oui, j'ai celle-là enfant que je t'ai pas montrée de primaire. Oui, voilà, en Espagne. Voilà. Oui. Donc dans un sarcophage. Dans un sarcophage. Avec une petite jupe, un petit débardeur, toujours un grand sourire. Toujours là pour rire, toujours là pour... Jamais la dernière pour la déconne. J'avais la dernière pour la déconne, l'autoroute du kiff. Ouais, donc c'est Espagne aussi. Espagne aussi, ouais. Mais ouais, collège, lycée, faut que j'aille sur... Je les avais enregistrés sur mon ordi, j'ai oublié de les prendre, mais j'ai beaucoup de photos de... En fait, au lycée comme au collège, je suis l'enfant qui a toujours un appareil dentaire, pas du tout, un appareil photo. Okay. Donc, tu sais, je prends les autres en photo, j'ai déjà cette passion un peu de l'image. Marrant, ça. Ouais, donc je suis un peu la responsable des souvenirs de soirée. Tu sais, c'était le moment où on faisait des photos dans la cour de récré, comme ça, avec la mèche et tout. Et c'était moi qui postais les photos dans les albums après, qui nourrissaient les skyblocks des autres. Et je rebondis sur ton lapsus, mais pas d'appareil dentaire du coup? Non. C'est fou. Alors que j'avais quand même des sacrées dents. Hein. Mais moi c'est pareil. Vraiment, ils avaient proposé à mes parents. Mes parents ont dit... Sur la peine. On verra quand on a grandi. Je peux leur en vouloir, maintenant ils sont plus là, mais ouais, j'avoue, j'aurais bien aimé. Mais j'ai l'impression que maintenant, tout le monde a un appareil dentaire. C'est limite, c'est la norme. T'es pas normal si t'as pas d'appareil dentaire. Mais oui. Moi, effectivement, à mon époque, la question se posait quand même parce que
y avait très peu de gens qui avaient des appareils dentaires et c'était vraiment réservé aux gros chantiers, tu vois, exactement, quand tu avais vraiment les chicots en file indienne. Sinon, j'aime beaucoup l'expression des chicots en file indienne, je les imagine tous comme ça. Ben, mon frère, il a eu un appareil pendant genre 6 ans. Enfin, il a eu un gros chantier. Et du coup, moi, je pense qu'ils ont regardé, ils se sont dit oui, bon, il y a 2-3 dents qui font là ou là, mais sinon, c'est bon, on peut. Non, mais tu vois, on peut ne pas le faire. On est pas mal sur les expressions. Du coup, aujourd'hui, je suis un peu en mode oui. Enfin, là, j'ai une dent qui est en bas, qui est en train de partir vers l'arrière, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Mais oui, non. Mais du coup, ça fait des générations d'adultes maintenant où il y a des adultes qui se mettent des appareils. Et du coup, ils ont inventé les appareils dentaires que tu mets derrière. Pour que ça se voit pas. Mais apparemment, c'est atroce. Ça te charcute la langue. Tu sais que j'hésite. Hein. Bah, moi aussi. Hein. Ah putain. Moi aussi, parce que je me rends compte que on a vraiment les dents du bas, là, elles sont. C'est pas qu'elles sont en file indienne, c'est que. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, c'est comme dans le métro, tu sais. Tu te mets une épaule là. Elles sont vraiment comme ça, quoi. Tu en quinconce. Quand je vois ma galère dans le métro, j'ai pas envie d'imposer ça à mes dents. Mais c'est ça. et ma langue, du coup, parce que ma langue, elle est derrière, elle se bute, elle est là, elle fait oh bon, alors où est-ce qu'on se met? Non, mais pareil. Et puis moi, j'ai un gros sourire gencive. Donc quand je souris, tout le monde voit bien mes dents. Et je suis un peu en mode. Je sais que des gens voient que mes dents sont pas parfaites et tout, donc je suis un peu en mode oh là là, je vais peut-être hésiter à mettre l'appareil. Je vais le faire un jour, je pense. Moi, j'ai appris à sourire que avec les dents du haut. C'est vrai. Parce que c'est mes dents du bas qui sont. Les dents du haut, ça va. Et en plus, j'ai eu la chance. Merci, je me rappelle pas. Je connaîtrais jamais ton prénom. Je me suis fait péter les dents de devant dans un bar. Un mec m'a mis un coup de boule. Ah, bah adorable. Je me suis fait péter les 2 dents de devant, donc on me les a. C'est des fausses. Ouais. Et la dentiste m'a dit. Elles sont un peu décalées, je vous les laisse décaler ou je vous les remets droites? Je lui dis que ça ait servi à quelque chose au moins, donc remets les droites. Donc mes dents du haut sont droites maintenant. Ok. Mais mes dents du bas, donc elles prennent le métro. C'est la ligne 13, vraiment heure de pointe, quoi. J'adore ça. Et du coup, j'ai appris à sourire comme ça. Qu'avec les dents du haut. Putain, mais quel professionnalisme. C'est bien. Mais j'hésite aussi pour l'appareil en bas. Bah ouais. Mais je me dis, putain, on est parti pour. Je serai à la retraite quand ce sera fini. Est-ce que ça vaut le coup? J'aurai un dentier. Elles vont tomber, elles vont finir par tomber. D'ici là, on va inventer des dentiers connectés. Donc, est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Ou alors, on arrache tout, on met un dentier tout de suite et puis on est parti. Franchement, je pense que le jour où j'ai énormément d'argent, je vais m'isoler 6 mois, les gars. Je vais refaire toutes mes dents. Et il y a un peu ce rêve de se dire je m'isole, je vois personne, je refais toutes mes dents, je refais un chantier. Parce que c'est vrai que j'ai pas des dents parfaites et j'ai 2 dents qui machin, on dirait l'âne de Shrek là, j'ai 2 dents qui empiètent l'une sur l'autre. J'aime pas trop, donc non, je suis pas très fan de mes dents. Et t'aurais pas peur que ça te fasse bizarre d'avoir. Moi, je sais que j'ai ce truc là, hein, c'est pareil, j'ai mon nez multifracturé. Si je me le fais remettre droit et qu'on me remet les chicots machin et tout, je vais avoir l'impression que c'est pas te reconnaître, que je suis une figurine, tu vois, et pas moi-même, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'au fond c'est pas non plus un complexe énorme, mais c'est vrai que moi j'ai mes grosses dents là, donc j'ai déjà pris des insultes de tu ressembles à un cheval ou des trucs comme ça. Tu grandis avec ça où t'es en mode putain je suis pas à l'aise, j'aime pas sourire. Mais dernièrement c'est un peu les trucs sur lesquels on me complimente dernièrement. Dès que les garçons m'approchent, ils sont en mode j'adore ton sourire et tout. Donc t'as un peu une partie où t'es là, j'ai pas trop envie de changer ça finalement. Puis t'apprends à l'aimer depuis, donc je vais pas. Ça devient toi en fait. Ouais, c'est ça fait partie de moi quoi. C'est ça. Mais bon, oui, les dents du bas, non, il va falloir faire quelque chose pour moi. Je me dis si je vis, j'ai peur que ça tourne. Je te ferai un tuto sourire avec les dents. Adorable de faire ça. Merci, n'hésite pas à m'envoyer en vidéo. Globalement, la chirurgie esthétique, c'est un truc. C'est quoi ton idée là-dessus? C'est niette ou c'est pourquoi pas Franchement, pourquoi pas, mais comme je t'ai dit, j'ai peur des hôpitaux et tout. Donc l'idée d'aller se refaire un truc, moi, ça me crée une boule au ventre. Je force pour fermer la bouche à cause de mes dents. Donc j'ai mon menton qui est tout le temps en train de forcer. Donc ça crée des petites ridules dans tous les sens. Et on m'a déjà dit qu'il fallait mettre du petit botox pour, pas faire ça. Et je suis un peu en mode, ok, vas-y, j'irai jamais. Parce que je suis terrifiée à l'idée de prendre rendez-vous, qu'on me fasse une picouse d'un truc. J'ai pas peur des piqûres, mais j'aime pas tout ça. Donc si j'ai vraiment un truc qui me complexe, pourquoi pas. Mais je ressens pas le besoin de faire de la chirurgie pour quelque chose. Je me dis si un jour j'en ai envie, oui j'irai, mais pour l'instant je suis pas dans l'urgence au point d'y aller quoi. Mais j'ai des copines qui se refont faire le nez, j'ai une copine qui s'est fait enlever le double menton et tout. Je suis un peu en mode oh j'adore, tu vois, trop bien, parce que moi je suis tout le temps comme ça, j'adore.
Mais en fait, j'ai pas les coronesses pour aller chez le médecin et faire ça. C'est impossible, ça me paraît impossible. Ouais, bah après, avec ton passif, il y a aussi exactement, je suis un peu en mode genre, ah non, on va me couper un bras. J'ai pas envie. On va glisser gentiment vers l'âge adulte. Oui. Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu t'es dit ah waouh, je suis tellement adulte là, je suis tellement en train de devenir une grande personne? Ça arrivait tard, hein. Ouais, la honte. Non, ça arrivait tard parce que je suis allée à la fac, j'ai adoré la fac. Ouais. À la fac, tu te sentais pas encore adulte? Pour non. Toi, c'était encore... ok. Non, alors que je vais travailler à côté de mes études. Je veux de l'argent. Je veux pouvoir me payer mon ordi. De toute façon, mes parents ne roulent pas encore sur l'or. Ils n'ont jamais vraiment roulé sur l'or, mais ils ne sont pas dans une aisance à ce moment-là encore. Donc, si je veux mon ordi, tout ça, si je veux le permis, il faut bosser pour. Ouais. Et on a tous été éduqués pareil avec mes frères et sœurs. Et ils ont toujours un peu aidé quand ils pouvaient. Mais voilà, ils ne nous payaient pas les trucs parce que c'est galère. Donc, moi, je me paye tout. Et donc, pour ça, je me mets vite à travailler. Je décide d'aller vers la fac. Je suis une des seules élèves en STG dans mon cursus. Et en fait, j'adore étudier d'un coup. J'adore la fac. J'adore les cours que j'ai. J'adore. D'un coup, je deviens bonne élève et je me fais des nouveaux copains. Parce que du coup, terminale s'est mal passé. J'ai perdu un peu tous mes copains à cause d'une histoire de cœur qui s'est mal passée. Et j'arrive à la fac et je découvre mes copains d'aujourd'hui. Une famille de cœur énorme. Et je suis putain, mais j'adore ces gens. Et donc j'ai un rythme, quoi. Je vais en cours, je vais bosser jusqu'à minuit au Quick, et puis après je vais en soirée, je dors chez une pote et je vais en cours et machin. Donc je disparais un peu de la maison. Mes parents me font 100% confiance, ils sont trop mignons. Pour autant, je me sens pas adulte. Je suis un peu en mode, je suis bourrée tous les soirs, je vais au taf. Enfin, tu vois, genre j'ai pas l'impression d'être adulte. Il y a des adultes qui sont bourrés tous les soirs. Oui, c'est vrai, j'en connais plein. Mais pour moi, c'est pas ça être adulte. Ouais. Et en parallèle, j'ai mes frères et sœurs qui commencent à devenir parents. Ok. Donc pour moi, c'est eux les adultes. Ouais. Donc pour toi, le marqueur d'adulte, c'était être ça, parent. C'est avoir des enfants. Ok, d'accord. Parce qu'il y a pas mal de gens, quand je pose la question, ils se sont sentis adultes à partir du moment où ils ont pu se payer des choses eux-mêmes. Ah non. Donc l'indépendance financière, c'est un truc. Ou alors à partir du moment où ils ont rempli une déclaration d'impôt, tu vois. Ouais. Donc c'est soit les responsabilités, soit l'indépendance financière. J'avais pas eu encore la parentalité. Pour moi, c'était plus ça parce qu'il y avait une responsabilité de fou, tu vois. Ouais. Non, comme j'ai vu tous mes frères et sœurs bosser avant, je suis un peu non, c'est la suite logique. Okay. Girl, si tu veux un ordi, si tu veux cette veste que tu as vue, tout ça. Donc non, j'ai mes premières fiches de salaire et tout, mais je me sens pas adulte et je crois que c'est ce qui fait que je me sens toujours pas adulte, ironiquement. J'ai toujours pas d'enfant. Je suis la mère d'un stérilé qui est plutôt sage. Donc, mais toujours en gestation, de fait. Mais je me sens pas adulte. Mais et je les vois, eux, un crédit pour acheter les enfants, acheter les couches. Un crédit pour acheter les enfants, c'est... Pour acheter les enfants, la phrase était pas folle. Pour acheter une maison, les enfants qu'il faut aller chercher à l'école. Donc moi, je suis un peu en mode, oula, c'est pas ma vie, ça. Donc non, je me sens pas adulte. Et ça va être pendant très longtemps. J'ai commencé à me sentir adulte quand donc je termine la fac, je pars en voyage en Australie. Mes potes, entre-temps, montent tous à Paris. Je reviens à Bordeaux. J'ai plus aucun pote à Bordeaux. Okay. Enfin, j'ai quelques potes, mais j'ai pas ceux qui font vraiment vibrer mon cœur. Donc je suis en mode, je monte à Paris, j'en ai rien à foutre. Pour rejoindre tes potes, du coup. Pour rejoindre mes potes. Aucune personnalité. Okay. Bah non, mais je pense que c'est une des meilleures raisons de... Oui. Si c'est pour... Enfin, t'as plein de gens qui montent à Paris pour réussir ou pour le boulot ou machin, etc. Rejoindre ta famille amicale, c'est une excellente raison de bouger, je trouve. Ouais, non, moi je suis un peu en mode licopé, mais mec, donc je monte à Paris, tu vois, et là tu fais ton déménagement dans le train avec 3 valises, et puis tu te démerdes à trouver un appart, et les fins de mois sont un peu compliquées, tu t'achètes pas tout ce que tu veux. Je me sens pas adulte, mais je me dis, ok, je pensais que ça allait être un peu autre chose, la vie de grande, quoi. Donc, non, je me sens adulte là que depuis quelques années, c'est terrible. Okay. Je crois que c'est depuis que j'ai ouvert ma boîte, c'est terrible. Ouais, donc ça y a quand même un truc de responsabilité et / administratif, tu vois. Ouais. Ok. Ouais, non. Tu t'es senti adulte quand, si je peux me permettre? Quand j'ai eu des enfants. Pas encore. Tu vois, mais tu sais, même pas, parce que pour le coup, moi pendant longtemps, je me suis senti comme un enfant avec des enfants. J'ai pas l'impression que la parentalité, ça m'a rendu responsable d'autres choses que de moi-même. Ouais.
et donc infiniment plus responsable de mes enfants que je l'ai été et que je le suis encore aujourd'hui de moi-même. Ouais. Mais j'ai pas vécu ça comme le tampon adulte. Je saurais pas dire. Je suis même pas sûr de. Peut-être j'ai un syndrome de Peter Pan, mais j'ai pas. En tout cas, j'ai pas senti de cassure. Tu vois. Mais je sais pas si mes parents se sont sentis adultes non plus. Parce que pour moi, c'était des adultes, donc la question se posait pas. Mais tu vois, quand je voyais comment mes parents, ils étaient très fêtards. Ils faisaient beaucoup de fêtes. Tous les week-ends, c'était chez ma tante, c'était chez machin. On avait des salles des fêtes, on dormait sur les chaises avec un manteau, tu vois. Donc, moi, j'adorais cette période. Ouais. Donc, je me dis, est-ce que finalement, ils étaient juste adultes la semaine et le week-end, ils redevenaient les ados que moi, je suis actuellement Donc il y a aussi cette question de se dire, est-ce que pour nous, c'est pas acquis que les autres sont adultes, mais finalement, peut-être qu'ils sont juste pas adultes non plus, tu vois. Ouais, c'est très très possible. Ouais. Maintenant que tu es adulte, oui. est-ce que tu prends soin de ta santé ? Est-ce que tu as l'impression de faire plus attention qu'avant ? J'essaie. Ouais. Oui, j'essaie d'être à l'écoute. J'ai eu quelques trucs là ces dernières années. Des gros problèmes j'ai des gros problèmes cardiaques, donc j'ai vite mal au cœur dès que je stresse. J'ai eu des problèmes aux ovaires, des kystes aux ovaires, etc. Donc t'es obligé en fait. Un SOPK ou juste des kystes C'était pas un SOPK, mais j'ai dû me faire suivre pendant 1 an à la salpêtrière. Donc t'es obligé au bout d'un moment de prendre soin de ta santé, chérie. Donc tu bouges le cul, tu prends rendez-vous et t'y vas. Mais oui, là je me sens un peu plus adulte quand je dois remplir des fiches de santé, des trucs comme ça. Est-ce que tu as l'impression que tu as commencé à te dire faut que je prenne soin de ma santé quand tu as eu des... Enfin, toi, tu es né avec... oui, mais bon, ça va, j'en ai pas eu toute ma vie. Mais après, j'imagine qu'il y a eu une accalmie, même si tu as eu quand même tes histoires de non, j'ai jamais eu de gros problèmes de santé. Mais là, en tout cas, à l'âge adulte, quand tu as eu de nouveau ces galères de santé-là, est-ce que c'est le moment où tu t'es dit faut que je fasse attention ? À l'époque, je suis en couple avec un gars qui est très administratif. Lui, tu vois, il est très adulte. C'est lui qui m'a appris à faire mes impôts. C'est lui qui gérait mes papiers et tout. Donc le jour où je l'ai quitté, j'étais « Oh mon Dieu, je vais faire mes impôts seule !» Faut que je me trouve un comptable. Oh non, c'était terrible. Mais, lui, il était très comme ça, très adulte, parce qu'il a grandi dans un cadre comme ça aussi. Nous, c'était un peu, tu as une caisse avec tous les papiers de tout le monde. Eux, ils avaient la caisse par enfant, par machin, par truc. Enfin, tu vois, c'était beaucoup plus strict, hein, mais à un point... peut-être un peu trop. Et donc, il est très comme ça. Et donc, c'est lui qui m'aide à prendre rendez-vous. C'est lui qui, le jour où donc j'avais fait une merde, truc des femmes enceintes. Une échographie. Merci, une échographie pelvienne, où on voit qu'il y a un truc. J'étais, il va falloir peut-être le traiter. Il t'a non, en fait, là, tu vas prendre rendez-vous. On prend rendez-vous ensemble, c'est lui qui me pousse. Ouais. Et sur le moment, je lui en veux, je le déteste, parce que je me dis, putain, il me pousse à faire des choses que j'ai pas envie. Et il comprend pas quand je lui dis, genre, mais moi, c'est une angoisse. C'est une semaine où je dors pas, en fait, avant mon rendez-vous. Et au final, il m'aide. Et à l'époque, on me dit que je peux pas avoir d'enfant. Donc, je me dis, OK, j'accepte, j'aurai jamais d'enfant. Et il est en mode, non, tu vas te faire suivre à l'hôpital, on va voir si tu peux pas avoir d'enfant ou pas. Et il a raison, il m'a aidé, il m'a tellement aidé sur ça. Mon ex, on est restés 3 ans ensemble. J'étais pas heureuse sur tous les points. Il y a des choses qui se passaient pas très bien avec lui. Mais sur ça, il a été incroyable. Et ça m'a obligée, en fait, le jour où je l'ai quitté, je me suis dit, je peux pas ne pas suivre ça. Okay. Donc j'ai toujours une pensée, j'ai toujours sa voix un peu dans ma tête quand je sens qu'il y a des trucs qui vont pas, de lui qui est en mode, non, ça il faut que tu comprennes d'où ça vient, donc t'y vas. Et tu peux pas dire aux autres, prends soin de ta santé si toi tu fais pas pareil non plus, tu vois. Donc non, il m'a beaucoup aidé sur ça, il m'a beaucoup un peu poussé, mais il a bien fait parce que lui il était en mode, non, je m'en fous que t'aies la boule au ventre, t'y vas en fait. Voilà. Donc non, il m'a beaucoup aidé. Il s'avère que je peux avoir des enfants, etc. Mais tout ça, je le sais grâce à 1 an de lui qui m'aide à prendre rendez-vous, qui m'aide à aller voir des professionnels, etc. Parce qu'il t'a poussé à aller consulter. Complètement. Et c'est lui qui m'a appris à... On fait le tri dans la boîte mail, on fait le tri dans les papiers. Quand il y a les impôts, on fait ça. Quand on a tel truc... C'est ça, être adulte, en fait. C'est ça, être adulte. Et il m'a vraiment poussé. Je l'aime pas du tout. Je préfère quand je vais faire les magasins. Donc, j'aime pas du tout. Mais c'est lui qui m'a appris tout ça. C'est lui qui m'a appris tout ça. Et lui, je le voyais comme un adulte. Et du coup, c'était rassurant d'être en couple avec un adulte. C'est très adulte. C'est très adulte. Déjà, trier ses papiers, c'est adulte. Angoisse. Et tu sais, dès que j'achetais un vêtement, il était là, du coup, il faut en sortir un autre, parce que sinon, il y a trop d'affaires. Mais tu sais que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je ne connaissais pas du tout ce principe, moi. Moi, je l'ai connu un temps, j'ai décidé de faire une croix dessus. Aujourd'hui, je suis en mode, j'en ai plus rien à foutre, dis donc. J'achète de la seconde main, c'est pas pour tout enlever. J'ai toujours mes t-shirts de quand j'étais ado, moi. Pareil. Mais par contre, je les mets jamais. Ils me vont plus déjà, c'est une évidence.
Mais ils sont entassés. J'ai un placard entier plein de t-shirts. Ouais, je comprends. Ouais. J'avais pas du tout cette notion de t'achètes un truc, tu sors un truc de ta garde-robe. Bah c'est lui, il était pas très matérialiste, donc il m'avait appris ça. Et au début, j'étais là, ok, soyons sérieux dans la vie. Et aujourd'hui, je suis un peu en mode, oh, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, il a raison, faut faire du tri parfois, mais je vais pas être autant strict que ce qu'il était. Lui, il était très poussé, il était très droit, machin. Ouais. Mais c'était tout l'inverse de moi. Tu sais, moi, je me voyais un peu comme l'enfant terrible à côté. Pendant que lui, voilà. Et donc, c'est drôle d'avoir ce Bonnie and Clyde là. Mais il m'a appris un peu plus de droiture sur des trucs, mais pas autant que lui non plus, quoi. Je pense qu'il faut aussi détendre le slip, quoi. Ouais, c'est ça. T'as toujours le juste milieu entre être complètement obsédé Exactement. Et complètement lui, rigide très... et tout. Ouais, non. Après, c'est bien aussi des fois de se trouver, de se compléter. Exactement. Je l'ai appris un peu à se détendre le slip sur d'autres trucs. Parce que quand je l'ai connu, il achetait pas de sucre, il achetait pas de machin et tout. J'étais un petit Carcadélac, ça fait pas de mal. Bon, et voilà, tu vois, donc on a appris à avoir une petite balance, quoi. Ouais. Et du coup, niveau santé mentale, c'est pareil, tu as l'impression de faire attention. Déjà, est-ce que tu es déjà allé voir un psy ? Bah, du coup, la sexologue que j'ai vue pendant plusieurs années, elle a été un peu, elle a eu ce rôle de psy. Et donc c'est pour ça, et en fait à l'époque mes parents sont très à l'aise avec l'idée de nous emmener voir des psys, mon frère va voir un psy, etc. Donc plusieurs fois ils nous disent si vous ressentez le besoin vous nous dites. Okay. On a conscience que c'est un coût pour eux et que c'est pas évident de financer ça, mais quand même on a toujours eu un encadrement de sentez-vous libre de nous demander. En tout cas c'est pas chez toi, c'est pas un tabou, c'est pas le truc les psys c'est pour les fous. Non du tout. Okay. Non, et tu vois j'entends ma mère dire plusieurs fois à mon frère il faut pas aller voir un psy que quand ça va mal, vous avez vécu des trucs compliqués donc on y va, on vous emmène voir un psy. Ma soeur, sur le moment, ne veut pas y aller. Elle va m'arrêter, ok, on te brusque pas, mais si à un moment tu as besoin, vas-y. Enfin, ils sont très à l'aise sur le sujet. Donc, j'entends toujours un peu ces voix-là. Donc, moi, je vais voir la sexo et qui me fait du bien, avec qui je parle. Parfois, j'ai des séances où juste on papote avec un thé à la main, tu vois. Donc, c'était trop bien. Enfin, un verre d'eau à l'époque, je bois pas de thé. Donc, c'était génial. Mais je grandis sans le besoin d'aller voir un psy. Je vais aller voir un psy plus tard. Là, il y a quelques temps. Mais pendant longtemps, tout va bien niveau santé mentale. Ouais. Oui, ça va. Quand je me fais suivre à la Pitié-Salpêtrière, à l'époque, je suis avec donc, ce mec-là, qui est adorable, mais qui est très strict sur la nourriture. Et je commence à avoir des troubles du comportement alimentaire. Okay. Et à l'époque, dans le cadre de mon suivi à la SLP, je vois une nutritionniste qui, au bout d'un moment, me dit « Vous êtes en train d'avoir des troubles du comportement alimentaire, donc on va faire un process pour que ça passe. » Et dans le process, elle me recommande de me séparer de la personne. Ah oui. Aussi. Ah oui, carrément. Donc j'étais un peu en mode ça me paraît un peu. C'est radical. Bah oui, mais en même temps, si l'espèce de contrainte. Oui. Puis en vrai, ça faisait 6 mois qu'on s'entendait plus, j'étais plus heureuse, donc c'était juste quelqu'un qui m'a secoué les pommes, tu vois. Elle voyait bien que j'étais plus heureuse et lui, il voyait bien aussi, donc j'étais un peu en mode il faut que j'arrête. Même pour lui, c'est pas sain et quand on aime assez quelqu'un, il faut aussi savoir le quitter. Donc à ce moment-là, je décide dans ma séparation de prendre un psy. Je vais le voir que quelques fois. Je sens que ça me fait du bien, mais que je suis pas en urgence de faut aller voir quelqu'un. Donc ça fait du bien, mais c'est un peu, je m'en fous. Mais du coup, le déclencheur là, c'est plus la séparation que les TCA qui sont gérés par ailleurs. Ouais, et puis en même temps, je suis heureuse dans ma séparation parce que je redécouvre un peu une vie de célibataire. Je kiffe ma vie, j'ai l'impression de plaire, j'ai l'impression de. En même temps, c'est le moment où je décide de quitter mon taf et de me consacrer à 100% avec le cunu. Que j'avais déjà développé quelques années avant. Ouais, alors du coup, ton taf de base. Alors, quand je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé aux Anges de la télé-réalité en tant qu'assistante de prod. Chouette année où la santé mentale était à rude épreuve. Ouais, tu m'étonnes. Mais sur le moment, je m'en rends pas trop compte que je me fais harceler, tout ça. Je m'en rends pas trop compte du truc. Et après, je deviens consultante donc en communication et transition numérique pour des gros groupes. Donc, France Télévisions, j'ai fait TF1 je crois, je sais plus, j'ai fait TF1 un moment, Salto, France Bleu, tout ça, tu vois, voilà, d'être consultante, donc c'est vraiment un job pas très compliqué, t'es bien payé, tu vas dans les plus gros groupes, voilà, t'es un peu la bordelaise qui d'un coup voit les émissions de télé de Paris, enfin tu sais, il y a un peu ce truc un peu, putain c'est impressionnant, c'est ouf, et à côté en parallèle je développe le cunu qui m'amuse, où je deviens encore une fois ce rôle de la meuf qui raconte des anecdotes un peu drôles autour de la sexualité, de la culture du cul. Et tu retrouves ton rôle mon rôle de lycée, tu vois.
Et je kiffe faire ça. Et ma passion, elle passe pas. Je continue à lire des livres sur les gender studies, sur la culture du cul. Entre-temps, il y a MeToo, donc les rayons de magasins se remplissent un peu plus. On m'écoute un peu plus aussi sur les réseaux, donc je me dis putain, j'ai la chance d'être écoutée. Les gens, ils aiment bien, donc c'est chouette. Entre-temps, je rencontre plein de sexothérapeutes, d'historiens qui m'aident dans ce rôle, donc c'est un truc de ouf, tu vois. Donc il y a 2 ans et demi presque, 2 ans et demi, je décide de quitter mon taf, quoi. Ouais. Et de me dire, mais en fait, c'est ça qui m'excite. J'aime trop ce travail, j'aime trop parler de ma passion, je veux vivre de ça, je veux me mettre en danger. Donc je mets une rature sur un statut cadre et un bon salaire pour développer ma boîte et me mettre un peu dans la merde et vivre de ma passion, quoi. Et c'est même période que ta rupture. Ouais, donc c'est 3 ans presque en vrai maintenant. Donc double nouveau départ. Quitter le taf. Je change physiquement, je change tout. Je débarrasse de toutes mes fringues. Je fais que de la seconde main, j'en achète d'autres en seconde main parce que j'ai pas énormément de moyens, mais j'ai toute l'identité qui change. Je suis en mode non, là j'ai envie d'être 100% moi. Est-ce que tu changes de coupe de cheveux? Ouais. J'avais les cheveux jusqu'aux fesses avant, et à l'époque mon ex aimait pas du tout que j'ai les cheveux courts, et je me sépare de lui, non pas que c'était un acte de rébellion, mais c'était un peu en mode j'ai envie d'avoir les cheveux courts. Tu te réappropries, je me réapproprie tout. Si j'ai envie, exactement. je le fais pour moi. Ouais. Je me dis je veux pas être comme ma mère, mais c'est vrai qu'elle a un carré rouge, je me fais un carré rouge. Oh la meuf insupportable. J'avais entendu je pète comme ma mère. Je pète aussi comme ma mère, mais j'ai pas envie d'en parler, la pauvre. On va peut-être pas lui mettre ça. Non, je rigole. Je pète aussi, mais c'est un autre sujet. Non, mais on va en parler après. Super. J'adore. Bien voilà. Et tu vas également inaugurer cette question. J'adore. Je suis trop contente. Ok, donc ouais, t'as cette période où tu... c'est nouveau départ, quoi. Enfin, vraiment, c'est en tout cas, virage. Gros virage. Prononcé dans ta vie. Ouais, mes virages hyper épanouis. Mes copines et moi, on se sépare toutes la même année de nos ex. Ok, donc, c'est souvent contagieux. Hein. Et toute séparation tous les 2 mois. Et à chaque fois, le copain de l'autre est en mode ah ouais, bah, tu vas faire comme tes copines, tu vas te séparer. T'es là non. Et au bout de mois, oui. Si. Donc on a une année où et c'est une année de fête aussi parce que une bande de potes célibataires. Exactement. Et puis on était toutes pas très épanouies. Et en même temps, j'en ai 2 parmi mes meilleures copines qui rencontrent 2 mecs trop drôles avec une bande de copains trop drôles qui sont hyper fêtards. Et en fait, on fait la fête tout le temps. Et on change toutes de mecs, de travail. Enfin, on a tout un virage énorme cette année-là. Et 2022. Et putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. C'est trop bien, une année incroyable. Et depuis ça, on kiffe nos vies. Hein. Ouais, elles sont toujours en couple, elles sont toujours épanouies. Bon, moi, je suis la seule toujours célibataire. Mais on est toutes épanouies dans cette vie qu'on a depuis 3 ans. J'ai une question, j'en profite mais j'ai une question sur la fête. Oui. C'est quoi pour toi faire la fête ? À la base, c'est on regarde pas l'heure, on rigole, on papote jusqu'à pas d'heure. Mais je vais pas vous mentir en disant que j'ai une hygiène de vie irréprochable. Il y a aussi le rapport à l'alcool où oui, on sort, on danse, on boit et c'est les nuits parisiennes et machin. Il y a un petit moment d'excès, un moment dans ma vie où on fait un peu les cons, on boit un peu trop. Là, depuis 2 ans, on se calme, on se détend. Après, je vais pas mentir en mode je bois pas, c'est pas vrai. J'aime sortir avec les copains, j'ai tendance à aimer le bon vin, les bonnes bières, les bonnes planches. Après, voilà, il y a eu des moments où on a des copains, quand tu te rends compte qu'ils boivent un peu tôt ou qu'ils boivent un peu seuls, t'es là, attention, on est tous vigilants, mais on aime faire la fête, quoi. Et j'ai l'impression de voir mes parents où tu vois, on danse sur les tables et on danse jusqu'à pas d'heure, on fait les cons. Souvent, quand même, tu reproduis. T'as un imaginaire de la fête qui, au bout du compte, tu te rends compte que ça ressemble quand même beaucoup à celui de tes parents, quoi. Bah ouais, puis tu vois, mes parents, ils ont toujours dansé jusqu'à pas d'heure. Ma mère, elle se faisait le vernis des pieds parce qu'elle dansait sur les tables, tu vois. Et moi, c'est un peu con, mais j'ai un peu ce réflexe de... j'adore être celle qui hurle fort, qui rigole fort en soirée. J'ai des copains, ils font tous soit du stand-up, soit de l'impro, soit du machin. Donc les soirées, on pisse de rire. Donc ouais, non, moi j'aime cette vie-là. À partir du moment où tu rigoles et que tu regardes plus l'heure, pour moi c'est la fête, quoi. Donc ça peut être aussi la fête le dimanche après-midi, parfois ça arrive, sans boire de l'alcool, hein, mais ça peut être aussi la fête autour de crêpes, quoi. Mais parce que c'est hyper intéressant le rapport à l'alcool, parce que globalement, tout le monde a au moins un peu des bails avec l'alcool, soit directement, soit indirectement. Juste t'as ceux qui disent oui, et ceux qui disent oh non, tout va bien, tout est normal. C'est tellement omniprésent l'alcool que très facile d'être dans le déni et de dire non mais moi j'ai aucun souci, moi je gère 100% ma conso, machin. Toi tu dirais que t'es à ce niveau-là,
tu t'es OK, tu te dis ma conso elle est maîtrisée, tout va bien ou... Aujourd'hui, ça va mieux. Okay. Aujourd'hui, ça va mieux parce que on a eu un petit pic au moment du célibat où on faisait beaucoup la fête, où ce serait mentir que de dire que tout était parfait. J'ai 2-3 copines qui sont pas du tout dans mon cercle et qui sont très spectatrices qui me disent par contre, Manon, tu bois trop en fait. C'est nimp, tu bois trop. En plus, parfois tu bois avec d'autres créateurs, d'autres machins, milieu pro, tu vois, fais pas la con. Donc ouais, non, si j'ai une année où je fais un peu trop la fête et on boit trop et on est bête. Et là, ça fait 2 ans où c'est plus trop le cas. Ça peut m'arriver tu vois, il y a eu une soirée YouTube il y a quelques soirs où j'étais un peu en mode vive la fête et tu bois un petit peu et t'es là le lendemain, putain, j'espère que j'ai pas été chiante. L'anxiété du lendemain, moi, c'est ça qui me terrifie. Et en fait, t'es pas chiante, juste t'es comme tout le monde, t'es un peu dans une euphorie de voilà. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, tout va bien. Mais c'est vrai que si par exemple, je me fais une semaine où j'ai 2 soirs où je me rends compte que je regarde pas trop ce que je bois, le fin de semaine, je vais me dire non, en fait là ça suffit, je vais prendre des bières sans alcool, je vais prendre autre chose. Donc non, on est vigilante. Ok. Ça fait plusieurs fois où on se le dit entre copines en mode meuf, t'es sortie 2 fois cette semaine, redescends un peu quand même, fais gaffe. Ok, donc en plus vous vous surveillez un peu les unes les autres. On surveille les copains des copines, on surveille tout ça, on se dit c'est pas tant de la... On n'est pas là pour faire la morale, mais c'est plus en mode attention, tu vois, on a un certain âge, on avance dans le temps. Attention, si tu commences à boire seul à la maison, c'est pas ouf. Aucun de nous n'a trop ça, mais j'ai des copains dans le stand-up qui boivent après chaque plateau. C'est ça le truc aussi, c'est après, quand tu es dans un milieu où c'est... Avant, c'était les représentants de commerce qui faisaient des repas avec les clients tous les midis. Maintenant, c'est les gens qui sont dans le spectacle. Si tu es tous les soirs dans des bars, c'est galade. Et puis, c'est des métiers où tu donnes beaucoup. Enfin, moi, je suis souvent à travailler seule chez moi. Quand tu vois des gens, tu es un peu excité. Tu dis, viens, on boit un coup. C'est ça. Et en fait, tu peux vite sombrer dans un truc pas cool. Donc, moi, j'essaie de... C'est pas une lutte, parce que quand je sens que je bois trop, de toute façon, j'ai vite mal au corps. Mon corps ne supporte pas l'alcool. Les diarrhées dès que je bois trop. Vous avez tous les détails de ma vie. De toute façon, on a dit qu'on traçait la vie. Donc, vous avez tous les détails. Toutes sortes de traces. Donc non, je fais attention, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis là c'est un peu trop. Non, mais t'as l'air de quand même avoir un contrôle, ou au moins une vigilance. En tout cas, t'es consciente qu'il faut faire attention à ça. Oui. Et sans transition, avec transition, puisque tu m'as lancé avec la diarrhée, on va inaugurer cette question. Je comprends pas comment je l'ai pas posée aux autres gens vas-y, j'adore, avant, mais c'est quoi ton rapport au prout et au caca? J'ai l'impression qu'il y a quand même 2 teams. Il y a les gens que ça fait beaucoup trop rire et les gens que ça dégoûte beaucoup trop. Non, moi ça me fait rire. Ça te fait rire? Je suis la bonne cliente des proutes, moi. Ok. Oui. Prout? Ouais. Blague de prout? Alors, blague de prout. Ok. Blague de caca, parce que après, t'as encore des sous-familles. T'as ça me fait marrer en théorie, mais en pratique, ça me dégue. C'est-à-dire, je te raconte une histoire de caca, c'est trop marrant. Par contre, tu pètes à côté de moi, tu dégues full camp. Non, moi, le seul truc qui me dégoûte fort, c'est les crottes de nez. Quand on me chie dans les cheveux. J'en ai marre, ça fait des nœuds. Non, c'est les crottes de nez. Ah ouais. J'avoue que mort avec crottes de nez, je peux avoir des relents. Okay. Donc tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai peur d'avoir des enfants quand j'ai mes neveux qui arrivent, la moue qui au pif et qui sont en mode tu peux m'essuyer ta tête et là je peux pas faire ça, c'est horrible. Donc plus moucher que torcher les fesses. S'il faut les accompagner aux toilettes et tata j'arrive pas à m'essuyer, je m'en fous. Enfin, je sais pas, ça me dégoûte pas, je m'en fous. Le vomi, c'est moi qui ai ramassé celui de mes potes pendant des années, donc je m'en fous. Mais par contre, blague de caca, j'ai un pote qui a bien compris, donc tu sais, qui fait semblant de lancer une bombe et puis d'un coup il proute. Moi je peux pleurer. Ça fait 3 ans qu'il fait la même vanne. 3 ans que je trouve ça hilarant. Je suis pas du tout mal à l'aise avec ça. Tu vois, c'est limite un green flag. C'est terrible ce que je veux dire. J'ai eu un ex qui supportait pas l'idée de péter devant moi et je lui ai dit il faut vite que tu pètes. Parce que voilà, je retiens mes pays, je suis en train de me faire hyper mal. Donc, ok, le premier mois, on pète pas, mais par contre, au bout de 2-3 mois, gros, va falloir lâcher des tousses devant moi parce qu'en fait, je vais faire pareil. Au bout d'un moment, j'ai besoin de péter, de rire de ça, de me sentir à l'aise de rire de ça. Et donc, j'ai été en couple avec un gars qui supportait pas ça et ça me faisait chier. Là, il y a quelques temps, j'ai eu une petite histoire avec quelqu'un qui était très à l'aise et qui, que c'était notre vanne, quoi. Donc, moi, ça me... Non, je suis très à l'aise avec ça. Ça me dérange pas. Je suis bonne cliente du caca. Enfin, bonne cliente des blagues de caca, je veux dire. Mon Dieu, c'est horrible comme phrase. Non, je vais la garder, je vais évidemment faire un reel. Non, laissez-moi. Mais non, je très bonne cliente des blagues de caca. Mais j'ai vu un truc, une étude, alors je sais pas si c'est présenté comme scientifique, mais vas-y. Peut-être ça vient du magazine Gala, on sait pas. T'inquiète.
qui disait que les couples qui pètent l'un devant l'autre sont plus épanouis que les autres. Ah ouais, j'en doute Moi, pas. je sais que la relation dans laquelle je suis, elle est sérieuse à partir du moment où on a pété au lit, quoi. On est d'accord. Sinon, c'est juste, on se connaît pas. Ah non, non. Ou alors on se fait pas confiance, on n'est pas à l'aise et tout. C'est ça. Et puis ça me briserait le cœur. Oula, ça me briserait le cœur de savoir que mon mec pète avec ses potes, ils en rigolent et pas devant moi. C'est ça. Je suis un peu, je suis qui la pour toi? Je suis une inconnue. C'est ça que t'es en train de me dire? Ça me ferait trop mal. Non. Par exemple, mon ex, qui était très sérieux, lui, il pétait devant moi. Ah, voilà. Et genre, il faisait exprès de péter quand je faisais mes stories. Du coup, j'étais obligée de recommencer et tout. Et ça me faisait rire, tu vois. J'étais un peu en mode, c'est drôle. C'est une vanne, c'est drôle. Entre copains, on pète tous. Donc non, il y a un peu ce truc où genre ça me... Non, moi j'ai vraiment... Mes copains, on a tous 5 ans d'âge mental. J'ai des copains entre 30 et 40 ans et on a tous le même niveau d'âge mental sur ce truc. Mais je suis désolé de te dire que ça passe pas. Moi j'ai 51 ans et je pleure de rire encore. Ça me fait du bien de l'entendre parce que je suis en mode, je suis très à l'aise avec ça. J'ai réveillé ma fille l'autre jour qui faisait la sieste sur le canapé à côté de moi parce que je faisais une pause dans mon boulot. J'étais à mon bureau pas très loin. Je faisais une pause et je tombe sur une meuf que je suis sur Instagram qui est à la fois cam girl mais aussi très fan de prout. Et là, c'était vraiment juste un reel d'elle avec plein de séquences où elle est dans son bain et elle se filme en train de péter dans son bain. Donc t'as ça s'appelait Fart in the Tub. Et vraiment, t'entends que des petits bruits de prout avec des bulles. C'est terrible. Je l'ai maté en boucle au casque. Donc elle savait pas ce que je regardais. Par contre, elle m'entendait chialer de rire. Je l'ai réveillée. Donc ça passe pas. Je pense que ça passe jamais. Mais ça me rassure beaucoup parce que j'ai des potes, ils savent que c'est ma vanne. Et la dernière fois, on a fait une rando de 8 heures. Et pendant toute la rando, mon pote s'amusait à péter, à faire plusieurs manières, comme s'il était à la guerre et qu'il lançait des bombes et qu'il pétait. 8 heures de rire. Et donc les gens qui nous croisaient nous voyaient morts de rire. Ils se sont dit, mais eux, ils passent une rando de fou. Non, c'est juste, ils pètent. Et ça me fait rire. Et c'est ma cam. C'est bon pour les abdos. Exactement. C'est bon pour... Exactement. Maintenant, on va glisser gentiment vers la fin de ta vie. On va passer à des trucs que tu n'as pas encore vécu. Oui. On parle de rire de blagues de prout à 51 ans. Oui. Le fait de vieillir, c'est un truc qui te fait peur? Pas du tout. Non. Non, j'ai pas de problème avec le temps. J'ai pas peur de la mort. Non, mais tu vois, j'ai pas cette peur du temps qui passe, tout ça, parce que en fait, ironiquement, mon rapport au temps, il est différent parce que j'ai peur d'oublier. Ouais. J'ai toujours cette peur de souvenir de... Je sais pas, tu vois, j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière. J'ai très peur d'oublier les bruits du tiroir à bonbons, les bruits des chaises, des trucs, de ses chaussons qui marchent sur les carrelages. J'ai une peur du temps à cause de ça. Juste la peur d'oublier. Donc j'ai trop peur de me dire, dans 20 ans, peut-être que j'aurais oublié toutes ces choses-là. Et donc c'est ça qui me fait plus peur que le temps qui passe. Parce que de vieillir... je m'en fous. C'est trop bien de vieillir avec tous les gens que j'ai autour de moi là aujourd'hui. Je suis heureuse que ce soit ma famille de cœur ou de sang. Je suis entourée que par des gens que j'aime. Donc s'il faut vieillir avec eux, moi ça me va très bien. C'est la meilleure vie qui s'offre à moi. Et toi, en tant que personne, parce que tu as le temps qui passe, les stigmates du temps sur le vieillissement, sur le visage, les rides, machin, le corps, etc. Mais tu as aussi parfois, même sans parler de maladie, mais juste ton corps qui s'use. Qui change, ouais. Tes fonctions cognitives qui s'amenuisent, machin et tout, ça c'est pas un truc qui te fait peur, le déclin, plus que le temps qui passe, le déclin physique et mental? Le déclin qui me fait peur, c'est la mémoire. Ouais. Et c'est pour ça que je suis un peu dans une paranoïa de déjà entraîner ma mémoire et tout. Ouais. Je veux me souvenir de tout, je veux pas oublier les bons moments de la vie, tout ça. Donc je suis très en mode, putain, j'ai peur d'oublier ça. Mais après, quand je vois... moi, j'ai ma grand-mère, elle fait 1m34. Elle a une énergie qui est beaucoup plus grande que toi et moi réunis. Ouais. Enfin, elle est méga en forme parce qu'elle a bossé jusqu'à, je sais plus, 80 ans. Enfin, tu vois, elle s'est jamais arrêtée. Je suis un peu en mode, putain, s'il faut vieillir comme ça, même avec tout ce qu'elle a comme côté santé et tout, ça me va de vieillir comme ça. C'est trop bien. Il faut toujours que je bouge, il faut toujours que je parle, que je m'intéresse aux gens comme elle fait, etc. Quand je vois ma mère, comment elle vit, elle est toujours aussi belle, elle a toujours de l'énergie, elle a toujours son caractère. Je me dis, ah, trop bien. Ma sœur qui a eu des enfants, qui a toujours... une beauté dans son énergie parce qu'elle donne beaucoup, parce que machin, je me dis putain, s'il faut vieillir comme ça me va, tu vois. Ouais, t'as des exemples sous les yeux de... Ouais, s'il faut vieillir comme ça me va. Le corps qui change, l'esprit qui change, ça va. J'ai juste peur j'ai juste peur que en oubliant des choses, j'oublie parfois d'être ouverte ou de... Ouais.
tu vois les gens changer un peu dans ta famille ou les valeurs parfois changer. Tu dis, j'espère que je changerai pas ça parce que je suis un peu fière du travail que je fais sur ça. Mais c'est la seule chose qui me fait peur, quoi. Après, le corps, non, si, j'affronterai forcément des problèmes, j'affronterai forcément des trucs. Tant que tu passes du temps à t'y intéresser, je me dis encore une fois, il y a toujours pire, je fais tomber ma bague dans l'eau. Non, mais en même temps, je joue avec depuis tout à l'heure. C'est une tradition, peut-être. C'est une tradition, ça porte chance, donc tout va bien. Empêche de vieillir. Donc non, tu vois, tout ça, c'est pas une inquiétude. Ok. Ouais, c'est plus oublié. Ouais. Je suis terrifiée par la mémoire, je suis terrifiée par... je sais pas, ça me fait trop peur d'oublier des trucs. Et du coup, la mort, tu disais en rigolant que ça te fait pas peur, c'est un truc ça t'angoisse pas? Non. En fait, je me dis, la mort, c'est terrible pour les autres. Ouais. Tu sais, c'est les autres qui... je me dis, si je pars avant ma mère, j'ai pas envie que ma mère, elle subisse le deuil de son enfant. Tu vois, ça me ferait chier pour elle, j'ai pas envie de ça. Je me dis, voilà, c'est tellement donné, j'ai pas envie de lui rajouter un deuil. Enfin, il y a un peu ce truc de... C'est plus pour les autres, parce que, j'imagine que quand tu meurs, t'es un peu en paix. Enfin, tu vois, t'es a priori... je sais pas comment ça se passe. J'ai pas demandé à personne. Je meurs et je vous dis après, je reviens. Donc non, j'imagine que c'est un truc un peu en paix. J'ai pas trop peur de la mort. Le concept, c'est pas un truc qui te... Non. T'es pas angoissé par le côté, mais le néant, le vide, Non, ça, je m'en fous. Non, j'ai plus peur de finir mes jours en ayant totalement oublié ma vie, quoi. Moi, c'est ça toi, qui c'est me vraiment terrifie. ça, ça me terrifie. Ouais. J'ai trop peur de me retrouver dans une chambre et de me dire, je sais plus ce que j'ai vécu. Ça me terrifie. Alors que, tu vois, j'adore parler... ma grand-mère qui est partie il y a 1 an, quand je parlais de sa vie, elle se souvenait de tellement de choses. Elle avait une mémoire, alors un peu sur le déclin à la fin, mais elle avait quand même une mémoire de fou, où tu sais, elle te racontait sa vie adolescente, elle te racontait sa vie machin, avec des détails monstres, où je me dis, on peut toujours finir ses jours aussi dans une forme de nostalgie, donc ça me va, tu vois. Mais non, j'ai juste peur de finir mes jours en ayant oublié tout ça, quoi. Et le moment où ça va quand même arriver, parce que ça va arriver. Oui, ça va arriver, bien sûr. Pour finir sur un truc un peu positif, parce que c'est toujours difficile de finir de manière positive en parlant de la mort, parce que par définition, la fin de la vie. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui ferait, toi, que tu partirais en te disant, c'est bon, là je peux y aller, j'ai l'esprit tranquille. Est-ce qu'il y a un aboutissement en particulier ou en te retournant sur ta vie, un bilan à faire qui te ferait te dire c'est bon, je peux partir l'esprit en paix? C'est une super question. Je sais pas comment je me sentirais en paix. C'est dur parce que j'ai pas d'enfants. Donc si ça avait été les enfants, je t'aurais dit s'assurer que les enfants ils aient un toit et voilà. Donc jusque là c'est bon, et la santé. C'est plus mes neveux et nièces là, je pense, aujourd'hui, et mes amis où je partirais en paix en me disant tout le monde autour de moi a l'air heureux, on n'a pas vécu de catastrophe, on peut partir maintenant, j'ai bien vécu. Mais c'est aussi mes neveux et nièces où je me dis, j'aimerais m'assurer que tout le monde ait un petit toit et que tout le monde ait un peu, pas de galère. Je suis la dernière, donc je vais voir mes neveux et nièces que je considère comme mes enfants, mes enfants grandir, et j'aimerais m'assurer de ne pas partir en laissant un dans la merde. Je sais pas, j'aimerais accumuler un maximum de trucs pour léguer au max, c'est dire revendez tout ça, vous attachez pas et prenez de l'argent. Il y a un peu le côté écologique aussi où je me dis j'espère qu'ils n'auront pas trop de difficultés. Donc je pense que je partirai en paix si je me dis tous les gens que j'aime ont un peu de quoi vivre le temps que je devienne un peu de la poussière. Donc c'est plus ça. Mais après il y a un peu, je sais pas, j'ai grandi avec cette idée où tu vois, ma mère elle m'a toujours dit, t'as eu une naissance difficile, t'es là, t'as une bonne étoile, profite. Donc j'ai toujours un peu ce truc de dire faut vivre. Ça veut pas dire que je suis joyeuse tout le temps, il y a des moments où ça va pas. Mais les moments où ça va pas, je les prends en considération. Et les moments où ça va, je suis en mode tout va bien, je kiffe ma vie. Donc je partirai en paix quand je me serais dit au moins j'ai pas trop gâché de moments. Tout va bien. Et même le moment où ça va pas, je savais les accueillir. Donc c'est plus ça où j'essaie toujours de garder ce mantra où ma mère m'a toujours dit girl, t'es arrivée sur Terre, c'était pas fou. Hein, donc voilà, j'aimerais partir avec le moins de regrets possible, mais c'est dur, mais moins de regrets possible. Oui, mais après se le dire, c'est aussi faire en sorte de ne pas avoir de s'éviter le max de regrets. Donc c'est aussi un mood dans... Mais tu vois, je pense que ce qui m'a aidé dans ma paix aujourd'hui, c'est l'année où j'ai tout quitté, où j'ai fait mon taf, je me suis mis dans la merde. Je me dis, même si là je partais demain, alors ça me ferait chier de partir maintenant, tu vois, il y a encore plein de trucs à faire, mais il y a un peu ce truc de j'ai vécu de ma passion quelques années, j'ai rempli des objectifs qui me semblaient inatteignables il y a encore 1 an. Là, pour l'instant, franchement, tout va bien. Donc si je devais partir maintenant, je serais un peu en mode
Pour l'instant, c'était cool, girl, bravo. Ouais. Après, il reste encore plein de choses à faire. Oui, c'est mais ça. j'aimerais avoir fais pas ça, ne pars pas maintenant. non, c'est pas prévu. Attends, t'as vu l'agenda que j'ai. Mais il y a un peu ce truc où je me dis, j'espère que dans 40 ans, j'aurai un peu ce même truc de oh, t'as fait tout ça, ok, cool, c'est pas mal. Nice. Avant de se quitter, où est-ce que tu t'as envie que les gens te retrouvent ou te trouvent pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Le plus simple pour... est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de mettre en avant particulièrement en ce moment? Pour l'instant, ça sera l'Instagram. Insta. Le cul_nu. Et je suis en train de me développer sur d'autres plateformes. Ça arrivera en janvier. Okay. Mais pour l'instant, c'est Instagram où c'est là où je communique tout dans tous les cas. Donc si vous voulez être au courant de tout. Les autres plateformes, t'en parles pas pour l'instant? On verra en janvier. Pas trop pour l'instant parce que je suis vraiment en train de signer tout cette semaine. Donc, okay. donc je suis un peu en mode... J'ai peur de me porter l'œil. Non, t'as raison. Donc tout ce que pour l'instant, en gros, toi, ta plateforme de prédilection, là où on peut... Instagram, c'est Insta. Pour l'instant, il y a tout dessus. Donc le Q... CUL _ nu NU. sur Insta. Yes, ok. Il y a tout dessus, voilà. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Franchement, de continuer comme ça. Non pas que tout soit parfait aujourd'hui, mais là pour l'instant, j'adore ma vie aujourd'hui. C'est sur une bonne trajectoire. Franchement, j'aime ma vie. Je suis pas à plaindre, tout va bien. Eh ben merci Manon. Merci à toi, c'était trop bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc comme d'habitude, tu t'abonnes, tu mets des étoiles, machin, etc. Tu vas voir sur YouTube, sur mon compte secondaire Julien Méniel, et puis sur toutes les plateformes, tu peux nous retrouver sur le Linktree, La Bonne Vivance, tout attaché. Ciao, bye bye. Bye. Trop bien. Ça t'allait? C'était nickel. Pardon, parfois je t'ai fait des tunnels. Non, c'est parfait, franchement, c'est parfait. On n'a pas fini, Manon. On ouais, on enchaîne, c'est 10 minutes. Hein. Oui, pardon, excuse-moi. Après, on te laisse déjeuner. Non, t'inquiète. Oui, pardon, vous avez peut-être entendu mon bidou. Il y a des moments où ça gargouille. Moi aussi, mais non, on n'entend pas. Hein. Non, ça va, ok. Non, j'ai eu pire. Il y a eu un épisode où vraiment, j'avais pas bouffé depuis 24 heures pratiquement. Merde. T'as dû avoir une dalle.